parler cash. Alors qu'Apple Intelligence est disponible en France, on refait le Mac reçoit Luc Julia. Le papa de Siri porte un regard sans concession sur la stratégie de la pomme en matière d'IA et sur les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Représente-t-elle de réelles avancées ou un coup marketing? Pourquoi l'assistant vocal d'Apple est-il en retard face à ChatGPT? La pomme doit-elle tuer Siri, repartir de zéro? Quelles mesures d'urgence doit prendre Apple pour combler le fossé face à la concurrence? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait le Mac, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre débat tech hebdomadaire, surtout que c'est une émission exceptionnelle cette semaine puisqu'on reçoit un invité exceptionnel, monsieur Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour Olivier. Luc, vous êtes ingénieur, spécialiste de l'IA et accessoirement le papa de Siri. C'est vous qui avez accompagné et supervisé l'intégration de l'assistant vocal lors de son rachat au début des années 2010 chez Apple. Et on ne connaît pas toujours le montant de la transaction, Luc. Hein. C'est toujours secret? On peut plus. Bon, Christophe, tu t'es renseigné. Il y a 2 zéros derrière, c'est sûr, et je crois qu'il y a un 2 devant. Hein. Un truc comme ça, hein. C'est ça, Christophe? Je peux pas vous dire parce que Luc est le parrain de mon musée, donc je peux pas prendre parti. Voilà, Christophe, donc on continue à présenter nos chroniqueurs. Christophe d'Underside, qui est aussi un habitué de cette émission comme chaque semaine. À mes côtés, Laurent Pantanach. Salut Laurent. Bonjour tout le monde, très heureux d'être là à vos côtés. Toujours dans l'immobilier. Oui, dans la PropTech, hein, pas vraiment. Dans l'immobilier et la tech et l'IA. Tu l'utilises au quotidien, actimo.com. Et à mes côtés, notre ami Stéphane Zibi, comme chaque semaine. Presque chaque semaine. Bonjour à tous. Alors, Luc, on souhaitait vous avoir en plateau parce qu'évidemment, vous êtes un spécialiste de l'IA, on l'a dit. Après Apple, vous avez pris la direction d'un laboratoire de recherche de Samsung dans la Silicon Valley. Vous étiez vice-président en charge de l'innovation. Et puis, plus récemment, vous avez rejoint le constructeur automobile Renault comme directeur scientifique. Alors, je voulais quand même faire un petit salut particulier, comme chaque semaine, aux membres du Club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, vous pouvez venir ici, dans le 8e arrondissement de Paris, au village Baïséa, au 55 rue La Boétie, assister aux enregistrements dans le petit salon à côté, passer des moments agréables avec nous, voir les coulisses et discuter avec notre invité. Toutes les infos, c'est dans les commentaires de cette description de vidéo ou tout simplement en scannant ce QR code. Un mot au sujet de notre sponsor Inconi. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des panneaux solaires, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires pour vous retirer des listes de diffusion, c'est que vous êtes victime de data brokers. Kezako, des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès de commerçants en ligne ou services auxquels vous êtes abonné quand ils ne profitent pas de fuite de données. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, newsletters, cartes de fidélité pour obtenir vos emails, numéros de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inonder de coups de fil. Alors bien sûr, vous pouvez demander à ces data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est un long chemin de croix au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Inconi. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout et va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site d'Inconi et constater le nombre de bases de données qui ont supprimé vos infos. En utilisant le code ORLM et en cliquant sur le lien de la description de la vidéo ou encore en scannant ce QR code, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Inconi. Merci à Inconi de soutenir ORLM. Merci à notre sponsor. On enchaîne avec notre premier sondage. On vous a posé la question sur X cette semaine. Qu'attendez-vous d'une IA intégrée à l'iPhone ? Et vous étiez une très large majorité, 71% à répondre, disposer d'un Siri puissant et contextuel. Seulement 16,4% a insisté sur la confidentialité des données personnelles. Proposer des outils d'écriture, de résumé, de texte et de traduction, ça semble vraiment important. Vous n'avez que 5,5% à voter pour cela. Et proposer un outil de retouche photo automatique, 7%. Luc, je me tourne tout de suite vers vous pour notre audience. Qu'attend l'utilisateur d'iOS ou de macOS? C'est bien un assistant vocal intelligent et contextuel. Et pour le moment, Apple Intelligence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est à côté de la plaque.
Ouais, bah, ça fait un petit moment en fait. Franchement, depuis 2011, il a pas fait grand-chose de plus, hein. On a 5-6 fonctionnalités globalement. Et Apple Intelligence, c'est un coup marketing intéressant, hein. AI, c'était rigolo, hein. Apple Intelligence, c'est quand même bien trouvé pour s'approprier Artificial Intelligence, donc c'était pas mal. Mais c'est vrai que c'est seulement du marketing pour l'instant. Alors, on va y revenir plus longuement parce qu'on va présenter avec nos chroniqueurs en détail les quelques fonctions intéressantes d'Apple Intelligence. Ce qui est intéressant dans ce sondage également, c'est que cela montre qu'on a quand même un public assez connaisseur, assez fan, très attentif sur les valeurs d'Apple. Et l'une des valeurs d'Apple, c'est la confidentialité des données. Et ça ne semble pas du tout une préoccupation majeure en matière d'IA. Est-ce qu'Apple ne fait pas, disons-le, fausse route dans ce domaine? Je sais pas, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je pense qu'aussi, franchement, c'est un peu de marketing, hein, la confidentialité des données depuis 2012-2013, que Tim Cook a décidé d'appuyer un peu sur ce bouton-là. Mais bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu étonnant qu'on n'ait pas envie d'avoir ça, mais c'est quand même moins étonnant qu'on a envie d'avoir quelque chose qui marche bien. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait en premier des fonctionnalités qui seraient des fonctionnalités intéressantes, contextuelles, etc. Enfin, ce qui a été demandé dans le sondage. Donc, je veux dire, d'une manière, point de vue purement une liste des features qu'on voudrait avoir, c'est pas étonnant que des bonnes features arrivent avant la confidentialité des données. C'est clair. Ouais. Laurent. Je suis assez d'accord. Et en fait, ce que je trouve paradoxal, c'est que la confidentialité des données, ça devrait être un petit peu la cerise sur le gâteau. Apple devrait dire, on vous éclate, on est vraiment au top, et en plus, vous savez que nous, on est très respectueux, donc on fait ça. Et là, en fait, ils mettent ça en avant même d'avoir les fonctionnalités. Donc Ok. Alors, pas mal de réactions. Sachez qu'on a eu énormément de réactions contre notre communauté de tweetos, d'internautes sur YouTube a su que vous veniez pour réagir sur cette émission et pour penser de ce qu'ils pensaient justement de l'IA d'Apple. Regardez cette réaction de Wu-Tang Forever qui nous dit, Laurent, je te laisse prendre la main. Donc, il nous dit gentiment que... l'IA d'Apple est assez générique, quoi. Ouais, et surtout qu'il y a trop peu de personnalisation avancée sur les usages ou les préférences personnelles. Donc c'est vraiment, finalement, ça te répond ce que veut Apple, quoi, pas du tout ce qui te touche à toi indirectement. Encore sur la vie privée, regarde une réaction intéressante de Wu-Tang Forever. Ouais, toujours, bien que la vie privée soit un gros point fort chez Apple, il pourrait y avoir un peu plus de contrôle sur ce que l'IA apprend, mémorise et utilise. On en revient encore une fois à l'usage, hein. Ouais, encore une fois, on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils en font de données personnelles. Et Officier Ludique, c'est toujours sur Twitter. Qui dit, j'attends un équivalent à ChatGPT, formule payante, et qu'Apple ne vienne pas déjà dans 2 ans, essaye de nous faire payer un abonnement supplémentaire pour une telle fonction. Et on termine par Will E-Tech. Il dit, j'attends que l'IA soit immergée dans l'écosystème Apple, et éventuellement, parce que moi, je sois en local dans les produits. On va en parler du local longuement avec Luc tout à l'heure. Je propose que l'on porte un regard sur Apple Intelligence, désormais disponible en France. Apple Intelligence est là et désormais disponible en France. Je vous propose de revenir sur les principales avancées proposées par le modèle d'intelligence artificielle de la pomme. Mais avant de lister ses fonctions, Apple Intelligence, c'est quoi? Ce n'est pas à l'instar, on l'a dit, Luc, de ChatGPT, d'OpenAI ou de Gemini, une entité stricto sensu, hein, Luc. Non, c'est des... Je comprends pas trop ce que ça veut dire, hein, une entité stricto sensu. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est fait par Apple, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu réparties et éparses et qui sont réunies sous une appellation marketing, comme vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est exactement ce que c'est, oui, c'est que du marketing, mais la réalité, c'est que les vraies fonctionnalités qui sont celles que les gens attendent, elles sont à l'extérieur complètement de l'écosystème. Donc, parce que c'est tout ce qui va être rigolo et intéressant pour les gens, c'est envoyé en fait à OpenAI. Ils ont fait un bon deal d'ailleurs, hein, dans le sens où c'est OpenAI qui paye tout, hein. Donc pour ça, c'est bien joué. Ils vont apprendre beaucoup, je pense, dans la prochaine année, les prochains mois et peut-être les 2 prochaines années pour pouvoir après récupérer les choses que les gens veulent vraiment faire et peut-être pouvoir finalement les mettre dans iOS. Mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein. Ouais, ce qui expliquerait le retard, mais n'allons pas trop vite. Donc, Laurent, si je comprends bien, c'est donc une multitude, et ce que nous confirme Luc, Apple Intelligence, une multitude de fonctionnalités intégrées au cœur d'iOS et de macOS, à commencer
ce qu'Apple a mis en avant lors de la WWDC l'année dernière, des outils d'écriture et de réécriture. Hein. Ouais, moi je suis pas choqué par ce que tu dis. Hein. Dans l'absolu, que ce soit saupoudré, qu'il y en ait un peu partout, que ça te rende service partout, ça me choque pas. Là où c'est plus choquant, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas piloté de façon, je dirais, comme une entité, quoi. C'est un petit peu, encore une fois, c'est saupoudré. Il y a une espèce de flou. Alors, ouais, moi sur la partie texte, réécriture. Elles sont bien, les fonctionnalités. Alors c'est quoi? C'est vraiment intégré dans iOS, dans les principales applications d'Apple? Oui, dans les principales. Tu es dans Apple Notes, tu te dis, tiens, je veux résumer ce paragraphe, et capable de résumer. Dans Messages, dans Pages. Tu dis, je veux l'étendre, c'est-à-dire le paragraphe est trop court, tu dis, j'en veux un peu plus. Donc tout ce qui touche à du texte sur résumé ou extension de texte, dès qu'il y a du texte dans quelque chose dans Apple, il le fait. Mais ça, encore une fois... tu fais ça il y a 10 ans, c'est juste révolutionnaire. Tu fais ça aujourd'hui, ça n'a plus rien de révolutionnaire, quoi. Et puis on a vu apparaître également, parce que tu nous l'as fait la démo quasiment chaque semaine dans cette émission, Stéphane, des outils de correction de photos, comme on l'a vu apparaître sous les téléphones Android, notamment Samsung. Hein. Ah oui, là on en a vu un petit peu. Le résultat pour l'instant, il n'est pas extraordinaire quand on C'est-à-dire la possibilité d'effacer des personnes, d'effacer, et pas seulement d'effacer, de faire des corrections qui sont quand même qui ne déforment pas le visage comme on a actuellement sur iOS versus ce qu'il y a sur les téléphones de Samsung en particulier, qui sont quand même très performants là-dessus. Mais là où je vais revenir juste un petit peu en arrière, oui. On a quand même des applications qui existent depuis le début d'iOS. Mail, météo, bourse, notes. On a une formidable occasion de les rendre merveilleusement indispensables. Je vous donne juste l'exemple de la météo qui a très très peu évolué. Ouais. Imaginez, on met de l'intelligence artificielle dedans et on dit, voilà, tiens, j'ai envie de partir en vacances en fonction du temps et de ce qu'on a envie de faire. On pourrait utiliser l'application météo pour pouvoir partir en vacances en week-end ou je ne sais où. Il y a une formidable... J'espère que pour iOS 19, parce qu'ils annoncent ça quand même, que iOS 19, c'est la plus grosse révolution. Je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer. Parce que mais c'est une annonce. Croire, ils ont annoncé ça l'année dernière. C'est pour ça. Et donc, Luc nous dira que c'est du marketing sûrement encore et qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont être faites. Mais on a quand même une formidable... Apple a une formidable chance de refondre des applications qui sont historiques, comme Contact, etc., qui ont très peu évolué depuis les premiers iOS. Alors, tu le disais pour revenir sur la fonction photo, donc la suppression d'un objet ou d'une personne indésirable, elle est un petit peu moins puissante. On a fait quelques tests, quelques photos. Regardez, effectivement, c'est moins puissant de ce qu'on a pu voir, notamment avec ton Samsung. Ouais. Autre fonction, Christophe, dans le domaine de la photo, une fonction plus amusante, plus marketing, c'est Image Playground. C'est amusant, mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est une autre paire de manches. Hein. Je sais pas si tu me suis sur LinkedIn, mais j'imagine que oui, Olivier. Ben oui. C'était mon coup de gueule ce week-end parce que j'en ai juste ras la casquette de voir des images de type cartoon, de type divers et variés, Lego et on en passe, et Playground en fait partie, tu vois. Et tout ça, ça consomme à mort. Du process du calcul au niveau des data centers, etc. Et finalement, en fait, pour abreuver des réseaux sociaux où tout le monde se like les uns les autres, des gens postent ça, en fait, sans la moindre étincelle en fait, de créativité. Et c'est juste horrible ce qu'on est en train de faire à l'humanité, en fait. Je vois acquiescer, Luc. Oh oui, c'est ridicule. Enfin bon... je ne sais pas à quoi ça sert, franchement. On voit ça avec OpenAI qui nous sort aussi ces images à la Ghibli. Là. Bon, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, je ne comprends pas. Et effectivement, on n'arrive pas à faire comprendre aux gens que ça tue la planète, hein, ces choses-là. Ouais. Donc, il faudrait quand même un jour qu'on ait une sorte de baromètre qui explique, voilà, si vous créez une image comme ça, vous venez de péter 1,5 litre de flotte et puis de faire 1250 km en avion, quoi, ou en voiture à pétrole. Je vous propose qu'on travaille ensemble à créer un Nutri-Score de l'IA, si vous êtes d'accord. Image Playground, donc c'est une application en plus, c'est même pas intégré à iOS, c'est une application, ça doit être issu d'un rachat, je ne sais pas, et on verra ensemble, parce qu'Apple a racheté énormément de startups pour enrichir iOS, bien sûr. Et puis, dans la veine d'Image Playground, il y a la possibilité de créer des Genmoji également, qui permettent également de personnaliser ces emojis en fonction de ses besoins. On a vu également la baguette graphique dans Notes. Voilà. Et puis, peut-être plus intéressant, moi j'ai trouvé, Laurence, c'est les fonctions dites de productivité. Hein.
Oui, grosso modo, c'est essayer d'éviter de se disperser en établissant des priorités. Tu vois, genre au sommet de ta boîte de réception dans Mail, par exemple, il y a une nouvelle section qui affiche tes emails les plus urgents. Et tu vois, dans la boîte tu as aussi les utilisateurs qui peuvent avoir un résumé. Ah, c'est pratique. Oui, c'est pratique, mais encore une fois, c'est bien quand c'est... je te prends juste... la semaine dernière, j'ai testé un outil de CRM très, très connu du marché. Et je suis arrivé, et en fait, en haut, il y a une petite boîte qui te résume ce qui s'est passé avec ce contact. Ce contact, la première fois que tu étais en contact avec lui, c'est tel jour à telle heure. Tu lui as envoyé tant de contacts derrière. Ça fait tant de temps qu'il n'a pas répondu. Et les 2-3 idées qui seraient pas mal à faire, ça serait ça. J'ai été surpris parce que je trouvais que c'était à la fois un bon résumé et un bon conseil d'action à mener. Là, on reste sur du très statique. C'est voilà les personnes importantes. Voilà, il n'y a pas d'action derrière. C'est pas actionnable, quoi. On est encore une fois dans une démarche un peu passive. Et puis on avait arrivé aussi, Stéphane, des fonctions de réponse intelligente qui accompagnent pour t'aider à suggérer des réponses. C'est des choses qu'on a vu arriver également dans Gemini ou dans ChatGPT. Voilà, à travers les mails. Moi, chaque matin, j'ai mes mails qui sont balayés et on me propose, j'ai un petit résumé et j'ai même des débuts de réponse. Tu utilises Apple Intelligence pour ça? Non. Ah. Bah non. bah oui, mais il faut le dire. Ah bah non, Apple Intelligence, non, j'utilise rien. Je suis désolé, je suis désolé, niveau performance, intégration, il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. Donc, j'ose espérer que Apple soit aussi génial qu'au moment de l'iPod, de l'iPhone, et voilà, qui rendent transparent ses usages. Christophe, tu as bon, ça vient d'arriver, mais il était également en version bêta depuis quelques semaines. Tu as éprouvé les fonctions justement de classement, de suggestion de réponses et de productivité que nous a présenté Stéphane et Laurent. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Écoute, en fait, le truc, c'est que comme toute technologie, je pense que pour pouvoir y faire appel régulièrement, il faut que tu puisses avoir confiance. On a un système cognitif qui fonctionne comme celui-là. La chose est la suivante, en fait, c'est que quand tu reçois des résumés, au départ, tu es super content. Sauf que tu te rends compte que ces résumés-là, finalement, ils ne te suffisent jamais, en fait, et que tu dois ouvrir derrière, de toute façon, le mail en question. Je te donne un exemple. J'ai reçu un résumé dernièrement de mail dans la voiture et qui disait tout simplement... c'était acceptation de contrat d'intérimaire ou quelque chose comme ça. Et ça ne me donne aucune information. Est-ce que la personne l'a accepté? Est-ce qu'elle ne l'a pas accepté, etc. Et effectivement, c'était un refus d'une proposition de contrat qu'on avait réalisée. Et donc, tu es dans l'attente de ça. Donc, finalement, tu vas quand même voir le détail de l'email. Et donc, ça n'a pas le contexte, en fait, c'est ça. Exactement, ça manque de contexte, ça manque de granularité, ça manque surtout de... tu vois, oui, effectivement, c'est un résumé, mais c'est un résumé qui ne mène nulle part dans le sens où ça ne t'apprend rien. Et le but, effectivement, c'est de te simplifier la vie et pas d'ajouter un niveau d'abstraction supplémentaire à ce que tu as déjà. Tu vois. Et puis, je dirais, le cerise sur le gâteau qui a été vraiment l'élément, c'était pas en juin, mais en septembre, l'élément marketing différenciant de Apple Intelligence par rapport à la concurrence, c'est l'arrivée de Visual Intelligence, ce petit bouton sur le côté de l'iPhone. Je ne sais pas où j'ai posé mon iPhone. Il est là, ce petit bouton qui coûte bonbon quand vous passez à l'iPhone 16 aujourd'hui et l'iPhone 16 Pro notamment, qui permet d'accéder directement, je vous vois sourire, Luc, d'activer directement, de prendre une photo par exemple et traduire à la volée, résumer des textes. Est-ce que tu l'utilises toi au quotidien concrètement, Laurent? Et puis une fonction qui permet par exemple, tu photographies une photo, une plante, il va te donner sa nature et où tu peux l'acheter. Alors, ça fait partie de ce que j'avais appelé à l'époque l'intelligence artificielle invisible, c'est-à-dire celle que moi je trouve pratique. Ouais. Après, les gens ont dit l'invisible parce qu'Apple n'en a rien fait, mais je trouve que c'est celle où, finalement, elle te rend un service. Tu es devant un texte dans une autre langue, tu te mets devant, il te dit tu veux le traduire, tu vois, ça peut être hyper rapide. Et j'ai vu, on discutait tout à l'heure, j'ai le correspondant de mon fils qui est américain, qui est de Menlo Park et qui est à Paris pour 2 semaines. Hier, on a mangé au restaurant, il a pris son téléphone, il a mis son téléphone devant la carte, et il a traduit la carte. Tu vois, il n'a pas utilisé Apple Intelligence pour ça. Oui, il a pris avec le. Ah il bon. a pris, oui, il a pris avec son. Mais ce que je veux dire, c'est. Et sauf. Non, mais. C'est partie de ces fonctionnalités où on ne devrait même pas se poser la question, elle devrait être intégrée, et elle devrait surtout bien fonctionner. Voilà. Et tu as essayé Visual Intelligence justement sur ton iPhone 16 Non. Moi, j'ai dit rien.
moi j'étais surpris. Je te dis. J'utiliserai que quand ça sera bien. Alors moi j'ai un bouton et les 3 quarts du temps il me propose de lancer Google Lens. Donc oui, c'est quand même un peu frustrant. Voilà, c'est ça. Parce que Google Lens est... Luc Julia le confirmera. Je pense qu'une des garanties du succès en IA, c'est le temps. Le temps. Et les autres ont pris beaucoup d'avance. Et je pense qu'Apple, c'est trop tard. À part racheter. Pour toi, c'est trop tard. C'est trop tard. Pour moi. Donne déjà la conclusion de l'émission. Oui. 20 minutes. Luc pourra peut-être dire, parce qu'on n'écoute pas Stéphane Zibi, mais plutôt Luc Julia. On lui posera la question en fin d'émission, si tu veux bien. D'accord. Mais Luc, je voyais sourire à l'annonce de Visual Intelligence. C'est véritablement tout le savoir-faire marketing d'Apple pour trouver quelque chose de positif, dirons-nous à dire. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment positif, franchement, mais surtout pas le bouton aujourd'hui. Je reviens vite fait sur les résumés des emails, enfin ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi ça fait, je suis aux États-Unis, ça fait un petit moment que j'utilise, qu'on m'oblige à utiliser plutôt, parce que j'ai vraiment pas envie en fait. C'est vraiment pas bon. Je suis désolé, mais les résumés de emails qui sont des mots sporadiques. J'aurais préféré avoir ce que j'avais avant. Avant j'avais le début du email qui était affiché et c'était bien mieux que ce que j'ai aujourd'hui, qui est censé être ce résumé qui me résume absolument rien. Donc ça m'embête énormément en fait. Et puis le machin qui priorise les trucs, qui me mettent en haut là. Les notifications. Je suis désolé, je comprends rien. Je ne comprends plus rien, moi, mon email. Ouais. Donc, je suis sur mon Mac, je suis repassé à Thunderbird là. Donc, ni plus ni moins. Bah ouais. Bah ouais, je peux plus, j'en peux plus. Voilà. Donc downloader Thunderbird à nouveau. C'est clair. Le risque, Christophe, c'est effectivement rajouter comme ça en millefeuille des fonctionnalités pour répondre à une demande ou répondre à la tendance du moment. On risque de complexifier les usages, c'est ça en face de Christophe ? Oui, on risque de complexifier les usages et puis avoir quelque part, tu as un peu l'impression en fait, tu vois, qu'on te donne à manger à la cuillère en fait, comme quand tu es un nourrisson, sauf que finalement c'est la machine en fait qui décide de ce que tu vas absorber ou pas. Et globalement, c'est un peu ça. Donc dans l'idée, ça manque beaucoup. En fait, j'écoutais ce que disait Luc. Moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, Olivier, en fait, qu'on est parti sur une technologie, en fait, qui sont, entre autres, la partie LLM, etc., et qu'on manque de ce qu'on appelait à l'époque des réseaux sémantiques. Et donc, vraiment, de clarifier, en fait, l'idée essentielle du message au lieu de travailler uniquement sur la linguistique, en fait. Et donc, tu te retrouves dans ce genre de position où, finalement, encore une fois, tu as plus confiance en la tech que tu utilises, et à un moment donné, si tu viens rater des emails, si tu viens rater des messages, si finalement tu penses savoir des choses en fait parce qu'on t'a dit que c'était comme ça, parce que tu as lu un résumé, mais finalement que c'est faux, c'est juste une technologie en fait qui va te mener à l'échec en fait. Et puis dernier élément avant de parler de donner la conclusion à Luc, le dernier élément attendu et présenté dans Apple Intelligence, c'est le nouveau Siri, pas forcément le Siri 2.0 contextuel, intelligent, qui est capable de comprendre vos attentes, mais simplement un Siri doté d'une nouvelle interface et d'un langage, je cite, plus courant et plus naturel. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d'écrire à Siri et pas simplement lui parler. C'est vrai que des fois, c'est plus pratique parce qu'il ne comprend rien. Et c'est valable sur votre iPhone, iPad et Mac. Et vous l'avez dit, Luc, et comme Siri a beaucoup de mal, une passerelle vers ChatGPT pour finir et de boucler la boucle autour de Apple Intelligence pour cette fois-ci prendre en compte le contexte et aller beaucoup plus loin. Déjà, pour essayer de comprendre les difficultés d'Apple avec Siri, il n'y a pas qu'un seul Siri, on a l'impression qu'il y en a plusieurs, et quasiment un par plateforme, iPhone, Mac, HomePod et Apple Watch par exemple. Luc. Exactement, oui. Donc il y en a plusieurs. Bon, il y a toujours le générique, l'historique, on va dire, qui est celui sur lequel, qui est tourné sur iOS et sur lequel à peu près tout est basé. Celui qui est sur Mac est censé être un peu plus puissant, et celui sur Watch est censé être local. Donc c'est effectivement des séries différentes. Mais bon, la réalité, c'est que il n'a pas trop évolué. Donc malgré ces dernières fonctionnalités dont on parle ici, rajouter la capacité d'utiliser un langage plus commun, etc., ça ne veut pas dire grand-chose.
Ce qui m'embête, en fait, c'est on est en train de revivre exactement ce qu'on a vécu en 2013-2014, quand Siri n'a pas su prendre le virage du deep learning. D'accord? On était resté dans notre vieux machine learning des années 90-2000. Quand on avait donc fait la première version de Siri, et le Siri de 2011, qui était une sorte de petite révolution, parce que c'était un truc rigolo auquel on pouvait parler assez naturellement, en 2013-2014, n'a pas su prendre ce virage, et pendant 2 ans, jusqu'en 2017 même, a été handicapé par rapport à des Alexa et des Google Home, donc qu'ils avaient largement dépassés. Donc là, malheureusement, on est à nouveau dans une période comme celle-là, où tout le monde fait de la GenAI depuis 2-3 ans, et Apple n'a pas pris le virage, juste pas pris le virage de la GenAI. Donc, se cache derrière un OpenAI pour essayer d'avoir des fonctionnalités qui sont peut-être un peu plus rigolotes, qui permettent de faire un peu plus de trucs. Mais les fonctionnalités proposées, intégrées, on va dire, dans Siri sont nulles, hein, il faut bien dire les choses. Et celles qui sont intégrées dans iOS, on en a parlé juste avant, sont pas terribles. Donc ils n'ont pas pris le virage. Encore une fois, moi, je pense qu'ils vont mettre 2-3 ans, comme ils avaient mis dans les années 2014-2015. Ils vont mettre 2-3 ans à arriver à quelque chose. Et je pense qu'ils ne sont pas complètement idiots quand même. Il ne faut pas exagérer. Donc, je pense qu'on va avoir... Ils ont bien joué du point de vue purement commercial d'avoir utilisé OpenAI, et ils vont apprendre beaucoup d'OpenAI, et ils vont, je pense, en retirer quelque chose qui va être la vraie utilisation de ce que veulent faire les gens qui utilisent les fonctionnalités, les meilleures fonctionnalités d'OpenAI sur Mac ou sur Apple en général, et intégrer ça d'une manière ou d'une autre dans Siri ou dans iOS ou dans l'OS. Donc je pense que c'est ce qui va se passer, mais malheureusement, avant 2026-2027, on ne va pas avoir grand-chose. Une question de temps, ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. Luc, je ne suis pas un spécialiste de l'IA et je n'habite pas dans la Silicon Valley, mais en observateur un petit peu lointain, j'ai bien vu l'attrait qu'a représenté ChatGPT à sa sortie et comment Satya Nadella a commencé à faire la cour à Sam Altman très rapidement. Comment Apple n'a pas pu s'intéresser d'ores et déjà à cette période-là à ces technologies? Ça me semble totalement aberrant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe chez Apple? Ils sont enfermés dans une tour d'ivoire? Comment on peut interpréter, hein? Je ne suis pas dans la Silicon Valley. Ouais, c'est incompréhensible, franchement. Enfin, surtout que historiquement, c'est déjà arrivé, comme j'ai dit, il y a 10 ans. D'accord? Donc, parce qu'en 2013-2014, c'est exactement ce qui s'est passé avec Alexa qui a pris la main avec le deep learning et avec quelque chose qui était plus dans le dialogue, même si c'était pas conversationnel comme on voit aujourd'hui des IA conversationnelles, mais Alexa avait largement dépassé Siri à l'époque. Donc, c'est déjà arrivé. Le pourquoi, on comprend pas. Franchement, comme j'ai dit, il y a des gens intelligents, hein, mais ils sont absolument incapables de sortir de ce confort dans lequel ils sont par la vente régulière de leurs produits qui est poussée par du marketing, on va dire. Ça veut dire qu'il manque peut-être à la tête d'Apple quelqu'un qui a une vision produit? Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis depuis 2011. Depuis la mort de Steve Jobs, c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui a une vision produit. J'aime beaucoup Tim Cook, il a plein de qualités, surtout pour développer donc la boîte, et on l'a bien vu. Mais c'est vrai que pour le produit, il y a strictement, il y a personne qui a cette vision qu'avait Steve Jobs dans les années 2000 et 2010. Est-ce que vous avez un exemple, parce que vous étiez un insider pendant quelques années là-bas, de la valeur ajoutée que peut représenter un Jobs dans la prise de décision de la sortie de produit? Par exemple, quand on avait reçu Tony Fadell dans cette émission, que vous connaissez bien, il expliquait que c'était lui qui avait ou encore Bertrand Serlet, le papa de macOS 10, nous racontait que c'était Steve qui avait eu la vision de l'iPhone en disant qu'il a vu débarquer une tablette avec un écran tactile, et c'est lui qui a dit non, on va en faire un téléphone, réduisez-moi au maximum le clavier. Il comprenait bien pourquoi les ingénieurs, pendant des semaines, Apple voulait qu'ils réduisent le clavier, la taille du clavier. C'était pour faire tenir la taille du clavier dans un téléphone. Vous avez vécu des exemples comme ça, concrets de, je dirais pas de fulgurance, mais un petit peu quand même? Ne serait-ce que Siri. Siri, sans Steve Jobs, c'est pas Siri. C'est-à-dire que c'est lui qui a vu, même si on avait dans les années 2007-2008 déjà porté Siri globalement du desktop à un téléphone, à Android à l'époque, c'est quand même lui qui a
qui a dit c'est évident d'avoir cet assistant auquel je vais parler directement au téléphone, parce que le téléphone il est là, je peux lui parler, il est fait pour parler. Et donc avoir l'assistant qui est dedans, ça a du sens. Donc c'était évident. Mais pour plein de choses, on a parlé d'iPod, on a iTunes, enfin, tous les trucs qui sont disruptifs des années 2000. C'est Jobs effectivement qui les a apportés. Alors c'est pas lui qui a amené la technologie derrière, parce que effectivement Faden et autres Serlet, ce sont eux qui ont fait et développé les choses. Mais c'est lui qui avait la vision produit pour sûr. Et on parlait du produit tout à l'heure et que Apple décidait de ce qui était bon pour les gens et de ce qui. Il ne l'était pas. Aujourd'hui, Apple, ils font plus. Enfin, je veux dire, ils ont tort. Tandis que quand c'était Jobs qui le faisait, il avait raison. Il savait ce qui était bon pour les gens. Bon, je suis pas un fanboy, donc que je dise ça, c'est un peu bizarre, mais c'est pour moi que vous dites ça. C'était vrai. Luc, c'est ça, c'est pour moi que vous dites ça. En tout cas, une chose est sûre, bilan, la nouvelle version de Siri dopée ou LLM qu'on attendait tant et apte à rivaliser avec les assistants vocaux de ChatGPT est retardée, il n'arrivera pas cette année. Pionnier du secteur dès 2012, vous l'avez souligné Luc, Apple demeure à la traîne, tentative d'explication, mais après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en absence de Didier Policani cette semaine, c'est notre ami Laurent qui avantageusement le remplace. Laurent. Merci. Bon, on va commencer avec Trump. Ouais. Donc, Trump a annoncé des droits de douane, alors avec une méthode trumpesque. Donc voilà. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, il y a une folie. Il y a des gens qui pensent que les iPhones pourraient aller jusqu'à $3 500. Là, tu parles des droits de douane, Oui. Alors le fait. Je pars du début, parce que non, mais le fait qu'il y ait des droits de douane, il y a une espèce de psychose qui fait qu'il y a une partie de la population qui pense que les iPhones pourraient aller jusqu'à $3 500. La réalité est un peu plus différente parce qu'en fait, il y a 54% de droits de douane sur les produits importés de Chine. Bon, un iPhone, c'est beaucoup sur un iPhone. Un iPhone coûte à peu près $500 à fabriquer. Tu rajoutes 54%, ça fait 250, allez, j'arrondis. Ça fait 250 €, ça veut dire qu'il coûterait 750. Au pire des cas, ils le vendraient 1500. Donc ils peuvent par contre le vendre 50%. Mais non, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répartir les coûts. Comme il n'y aura pas ces droits de douane sur les marchés extérieurs, c'est-à-dire en dehors des États-Unis, ils vont les vendre un petit peu plus cher partout et ils vont faire payer. Sachant que les iPhones ne sont pas achetés par les États-Unis, mais ils sont achetés par l'Irlande. C'est ça le problème. La division irlandaise, c'est-à-dire l'entité irlandaise. En fait, un iPhone qui est vendu $1000, il a acheté $500 par l'Irlande. L'Irlande le revend à Apple $900. D'accord, c'est une filiale qui se revend. C'est une filiale qui revend, et donc en fait, par contre, elle encaisse les $900 sur une zone territoriale où il n'y a que 5% de taxes. Alors que de l'autre côté, il y en a 22. Une imposition digne de ce nom. Exactement. Luc, qu'est-ce que vous inspire c'est l'actu du moment, l'augmentation des droits de douane et l'augmentation de l'OMFF de Donald Trump et l'impact que ça va avoir sur la Silicon Valley et au-delà sur Apple en particulier. En fait, l'impact, on ne comprend pas grand-chose aujourd'hui, franchement. Ça a l'air ridicule comme ça. Alors, Trump nous explique que c'est un médicament qui va faire effet dans les mois et années qui viennent. On a un peu de mal quand même. Donc, tout ce qui est hardware, ça va quand même être assez compliqué. Les services, pour l'instant, sont un peu moins impactés, apparemment. La vallée, c'est quand même beaucoup de services. Donc ça m'inspire. Je préfère pas dire exactement ce que ça m'inspire avec des mots qui dépasseraient un peu la politesse dans l'émission, parce que Trump n'est pas vraiment celui que nous préférons dans la vallée. Surtout que la réaction de l'Europe à ça pourrait justement la volonté de taxer encore plus les big tech et les services. Ce serait en plus une double peine pour la Silicon Valley, Luc. Là, oui, on commencerait, alors l'escalade commencerait, et là, ça va commencer à être vraiment compliqué. Mais bon, encore une fois, je pense on voit, ça se fissure quand même, pour l'instant, en haut du gouvernement. Donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui
avec mon ami Musk qui, lui, commence à dire c'est peut-être pas une très bonne idée. Lui, il connaît bien la vallée, il sait bien comment ça marche, il sait bien aussi, avec pas tellement Tesla qui est pas seulement les services, mais avec X qui commence à être impacté aussi, ça commence à le fatiguer, je pense. Mais c'est aussi quand même, cette décision, c'est aussi pour les grands de la tech qui sont tous en Irlande et qui, au lieu de donner beaucoup d'impôts aux États-Unis, donnent des impôts, 4% en Irlande. Et c'est aussi pour histoire de rééquilibrer aussi les impôts que les États-Unis pourraient récupérer et que l'Irlande récupère à la place. Oui, mais c'est aussi ça. Amazon, tous, Amazon, Microsoft, Apple, ils sont tous visés. Donc c'est pas seulement l'Europe, etc. Qui a un fondement à l'origine de cette... Bon, ça, qui a un fondement pour la Silicon Valley et les big tech, je veux bien l'entendre. Mais le risque, au final, me semble... on joue au dé, quoi. On joue l'économie au dé. C'est évident. Mais là, il est dans la politique, comme il fait depuis le début, de l'intimidation. Ouais, c'est clair. Voilà. On revient à Apple et à l'iPhone. Donc on sait que ça commence à bruisser, donc on parle de l'iPhone 17, et surtout on parle de l'iPhone 17R. Donc il commence à y avoir des maquettes, alors bien sûr c'est des suppositions, parce que c'est très très en amont, mais ce qui est très très intéressant, c'est que un 17 Pro mis à côté d'un 17R, le 17R serait vraiment vraiment fin. Et c'est intéressant pour une raison, c'est que quand aujourd'hui on compare un modèle non pro avec un modèle pro, on se dit bon, finalement, c'est plus les fonctionnalités qu'on veut dans le téléphone, mais les téléphones, ils ont un petit peu la même épaisseur. Là, je pense qu'on risque de revivre ce qu'on a vécu par le passé, de gens qui disent finalement, je suis prêt à prendre la version R parce qu'elle est tellement légère, elle est tellement pratique. Tu vois, il risque d'y avoir une découpe, ou des gens comme Stéphane, qui sont des multi-téléphonistes, il y a 8 téléphones. De se dire non, mais j'ai le R. Il n'y a pas assez de poche. J'ai le R et le 17 un dans chaque main. Donc voilà. Donc ça se confirme l'arrivée de l'iPhone 17R, ça se confirme la volonté d'Apple d'aller vers un modèle ultra léger et pour le moment pas de fonction de... Non. Pas d'innovation vers les écrans pliables. Attends, c'est la cinquième. Comme l'a illustré une entreprise que vous connaissez bien, Samsung, Luc. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers, donc j'en sais rien pour le pliable, mais en tout cas... Pour le reste, oui, malheureusement, je crains qu'on soit sur la ligne des 13, 14, 15, 16. Ok. Je ne vois pas trop les changements. Après Trump, l'Europe cette fois-ci c'est pas l'Europe en fait. Je croyais que c'était l'Europe, et en fait c'est la France. Ah, c'est la France. C'est la France qui a mis une amende de 150 millions de dollars à Apple, que Apple va payer comme si c'était de l'argent de poche. Hein. Et en fait, l'autorité de la concurrence. Oui, alors c'est le sujet. Alors, je suis toujours embarrassé avec ces sujets. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, Apple avait sorti un truc qui s'appelait ATT, qui était le fait de traquer la publicité dans les iPhones. Et on pouvait dire, je ne veux pas être traqué. Donc, ça fait plutôt vertueux. Alors, c'est plutôt vertueux. Ça va plutôt dans la philosophie Apple de je protège le consommateur. Sauf que ce que l'autorité de la concurrence a détecté, c'est... Ouais, mais en fait, la façon dont Apple l'a fait, ça a privilégié un certain nombre de développeurs d'applications et pas d'autres. Ah. Et donc, en fait, ils disent, l'idée de fond... D'ailleurs, ce qui est écrit, c'est le fond est bien, que Apple veuille aller même plus loin dans la protection du consommateur que ce que recommande le régulateur. C'est bien, mais par contre, il faut que ce soit de façon transparente pour tous les compétiteurs. Et c'est là où il y a un peu de flottement. Et apparemment, certains auraient été plus avantagés que d'autres, ou d'autres étaient moins avantagés. 150 millions d'euros. Effectivement, c'est de la pocket money. Luc, une réaction peut-être? Vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque fois. Là, ce qui est très très intéressant, en fait, c'est une bataille qu'il y a toujours d'ailleurs entre Meta et Apple. Et aussi, c'est une bataille d'interprétation des lois européennes, malheureusement. Parce que, bon, vous savez, en Europe, on régule, vous régulez beaucoup. Et donc là, c'est le clash entre RGPD, donc, qui date de 2018, avec les AI Act. Et donc, il y a une double interprétation en fait de ce qui se passe effectivement pour certains développeurs dans iOS Apple dit je peux pas donner toutes les indications, toutes les API parce que sinon ça donnerait accès à des informations privilégiées pour des développeurs, tandis que les AI de l'autre côté dit il faut que vous donniez ces informations à tous les développeurs. Et donc Meta, évidemment, joue là-dessus. Et à la fin, Apple, de toute façon, ne peut pas gagner parce que les interprétations
se font dans les deux sens, et ça va être jusqu'à ce qu'il y ait une jurisprudence claire, ça va être comme ça dans les 1, 2, 3 prochaines années. Ça va être très compliqué, hein, ces régulations qui se marchent sur les pieds, en fait. Merci Luc. On parle de fuite. Oui, alors il s'est passé un truc assez incroyable. Hein. Donc on va dire la tête de l'État américain a décidé dans un groupe Signal des frappes des outils au Yémen. Ouais. Et en fait, par inadvertance, un journaliste, et puis en plus un journaliste pas particulièrement, je dirais, journaliste de Via Atlantique, qui est pas un fervent supporter de Trump, s'est retrouvé là-dedans. Donc lui, il a rien dit au début. Hein. Il a regardé d'être convoqué à un Teams avec Tim Cook, qui est le patron de Syrie. Hein, ouais. Donc en fait, non mais donc du coup, il a rien dit. Il a publié. Donc bon, nous, les Européens, on s'est fait rhabiller parce que grosso modo, il a montré ce que ces gens-là pensaient de l'Europe, hein, ouais. Que finalement ils allaient eux tirer les missiles et que c'est nous qui allons être encore en tirés parti. Mais c'est pas grave, le ton est mauvais. Sauf que, en fait, à un moment donné, il a fallu trouver un responsable. On a trouvé d'où c'était parti, hein, qui avait invité. Qui a copié-collé le mauvais nom. Alors c'est là où c'est subtil. C'est qu'en fait, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et donc, en fait, ce qu'il a dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de mon iPhone. Et pourquoi ? Donc en fait, dans l'iPhone, il y a une fonctionnalité qui est quand on a des fiches contacts qui se superposent, il te propose de faire une mise à jour des fiches contacts, de les fusionner, et il aurait fusionné le contact d'une personne du gouvernement avec un journaliste, et donc du coup le journaliste se serait retrouvé, c'est que de l'hypothétique. C'est un homonyme, bien sûr. Voilà, là-dedans. Donc apparemment tout le monde dit c'est la faute à l'iPhone, mais a priori c'est pas certain. Luc, donc voilà. L'honneur est sauf, c'est pas la faute de Syrie. Oui, je pense qu'il pourrait, s'il pouvait le mettre sur Syrie, il le mettait sur Syrie, mais bon, c'est évidemment sa faute à lui, quoi. Hein, donc... oui, ça c'est sûr. Allez, on se reporte et on se projette encore plus loin vers l'iPhone 20. Oui, parce que bon, là on parlait du 17 tout à l'heure, mais là, en fait, Apple on sait qu'il y a eu un grand changement, et entre autres, le gros changement, c'est la suppression du bouton avec l'iPhone 10 ou X, hein, selon comment on l'appelle, et l'idée... Beaucoup de gens disent il va y avoir un changement un peu de paradigme pour les 20, le 20e millésime des iPhones, et donc possiblement beaucoup de changements. Et ce qui semblerait transparaître, c'est deux choses. La première, c'est que oui, les pliables pourraient apparaître à ce moment-là. Hosanna. Et surtout, il y aurait beaucoup plus de verre qui serait mis en avant. Ils auraient trouvé quelque chose, du verre. Des iPhones en verre, c'est-à-dire avec quasiment plus de matière métallique. De matière métallique. Verre VERT. Non, verge, on est suffisamment équipé au studio avec nos fonds virtuels. Donc voilà. D'accord, étonnant. Donc, on attend. Hein, il faut être 20, on aura le temps de vérifier. Voilà, on est au 16, on a encore 4 itérations. D'ici là, ça a le temps de changer. Ouais, j'espère qu'on sera toujours là d'ici là. Merci Laurent pour ce magnifique busomètre. On revient à l'actualité et Apple Intelligence. On va essayer de répondre à une question toute simple, même si notre ami Luc a déjà en partie répondu. Est-ce que le marketing au sein d'Apple a pris le pouvoir ? Un mot au sujet de notre sponsor Inconi. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des panneaux solaires, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires pour vous retirer des listes de diffusion, c'est que vous êtes victime de data brokers. Kezako, des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès de commerçants en ligne ou services auxquels vous êtes abonné quand ils ne profitent pas de fuite de données. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, newsletters, cartes de fidélité pour obtenir vos emails, numéros de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inonder de coups de fil. Alors bien sûr, vous pouvez demander à ces data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est un long chemin de croix au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Inconi. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout et va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site d'Inconi et constater le nombre de bases de données qui ont supprimé vos infos. En utilisant le code ORLM et en cliquant sur le lien de la description de la vidéo ou encore en scannant ce QR code, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Inconi. Merci à Inconi de soutenir ORLM.
Est-ce que le marketing a pris le pouvoir au sein d'Apple? On peut se poser la question. Rappel des faits, suite à la publication incendiaire il y a quelques semaines, Luc, vous avez suivi ça, de John Gruber dans son blog Verifiable, pointant du doigt les retards de Siri et d'Apple Intelligence. Bloomberg s'est procuré un enregistrement d'une réunion interne d'Apple où Robbie Walker, le directeur de la division Siri, qui vous a succédé, j'imagine, annonce que la nouvelle version de Siri serait en retard et ne doit pas être disponible cette année, alors qu'Apple le promettait tout le contraire en juin dernier lors de la WWDC. La pomme promettait l'arrivée d'un nouveau Siri apte à gérer le contexte de l'utilisateur et de son environnement. Souvenez-vous, c'était en juin dernier lors de la conférence développeur, la conférence d'Apple. Regardez. Je veux vous montrer une dernière démo qui va vous donner une idée de la puissance de Siri lorsqu'il s'appuie sur la compréhension du contexte personnel et les capacités d'action intégrées à Apple Intelligence. Imaginez que je prévois d'aller chercher ma mère à l'aéroport et que j'essaie de planifier mon timing. Siri va pouvoir m'aider à faire ça très facilement. Siri, quand est-ce que le vol de ma mère atterrit? Ce qui est génial, c'est que Siri recoupe en fait les détails du vol que ma mère m'a envoyé par email avec le suivi de vol en temps réel pour me donner l'heure d'arrivée mise à jour. Quel est notre plan pour le déjeuner? Je n'ajoute pas toujours les choses à mon calendrier, donc j'adore que Siri puisse m'aider à suivre les plans que j'ai pris de manière informelle, comme cette réservation pour le déjeuner que ma mère a mentionnée dans un texto. Combien de temps cela va-t-il nous prendre pour y aller depuis l'aéroport? Je n'ai pas eu besoin de passer de l'email au message puis aux cartes pour organiser tout ça. Et un ensemble de tâches qui m'auraient pris plusieurs minutes, voire une conversation téléphonique, est désormais réalisée en quelques secondes. Et ce n'est qu'un aperçu de la manière dont Siri va devenir de plus en plus utile grâce à Apple Intelligence. Alors évidemment, c'était très alléchant en juin dernier, cette démonstration. Regardez la réaction de Rémi Weren, qui est toujours assez critique envers Apple, bien que ce soit un grand fan de notre émission. La WWDC 2024 était une forfaiture, le terme est rude. Celles de 2025 et 2026 seront tout autant. Apple n'est plus dans la course et je connais déjà les arguments de Laurent Pantalache, mais les faits sont têtus. Je lui ai répondu. Tu lui as répondu. Autre réaction de la brique, Laurent? Oui, tout ça. Ils ont clairement annoncé et montré un modèle qui existait uniquement dans leurs rêves. Par contre, il n'est aussi jamais trop tard pour rattraper son retard à partir du moment où on s'en donne les moyens. Ils n'ont pas pris le train en gare, mais en marche. Ouais, autre réaction d'officier ludique? Apple a menti pour ne pas avoir une année blanche en matière d'iPhone. C'est assez honteux, ils doivent se retrousser les manches. On paye un prix premium, on voudrait des prestations premium. Ouf, c'est rude, Luc. Comment Apple a-t-elle pu communiquer sur une fonction qui n'était pas prête dès juin dernier? Quelle est votre analyse? Moi, personnellement, après, je suis peut-être un peu candide et je ne suis pas dans le cœur du réacteur dans la Silicon Valley, mais je n'ai pas de souvenir précis de précédent. Il faut se rappeler de Maps alors. Donc, oui. Si vous vous rappelez de Maps en 2012, c'était quand même, on a promis beaucoup de choses et ça n'a pas très bien marché, on va dire. Donc, on est à peu près dans les mêmes, dans la même chose. Là, ce qu'ils nous promettent, en fait, c'est intéressant parce que ça existe. Ça n'existe pas chez Apple parce qu'on est en retard. Mais c'est l'agentique. C'est ce qu'on nous rebat les oreilles avec les nouvelles IA. Donc, la nouvelle génération des IA génératives, ce sont les IA agentiques. Et donc, là, c'est quoi? C'est des agents spécialisés qui collaborent entre eux et qui coopèrent entre eux et qui sont orchestrés afin de pouvoir faire la tâche qui leur a été assignée. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Alors, encore une fois, l'agentique, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, même si c'est quelque chose qui est maintenant à la mode avec les IA génératives. Mais c'est ça qui a été décrit. Et c'est ça qui commence à exister chez tous les concurrents. Mais malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, ils sont certainement 2-3 ans en retard là-dessus. Et donc, avoir présenté ça comme étant quelque chose qui allait arriver 3 ou 6 mois plus tard, c'était un gros mensonge de Pinocchio, oui. Les garçons, votre réaction? C'est vrai que l'exemple de Plan est assez parlant, mais Plan n'était pas l'argument massu pour vendre une nouvelle génération d'iPhone, comme c'est le cas d'Apple Intelligence aujourd'hui. Ça, c'est sûr que... Donc ça va beaucoup plus loin. La confiance, elle est beaucoup plus atteinte que Plan dans ce cas-là. Même si c'est pas très agréable de se perdre avec Plan, je veux bien l'admettre. C'est sûr, est-ce que nous on l'utilise? Jamais. Je m'y suis mis, j'aime bien l'interface. Ah ben non, t'es vraiment un fanboy. Hein. Non, aux États-Unis, c'est pas mal. Ah ouais, ouais, Paris très aussi, bien. Ouais. Joli monument dans Plan. Non, Luc, elle est sympa dans la vallée. C'est sympa. Dans San Francisco, c'est très sympa.
Je crois que vous m'aviez raconté... Moyen moins quand même. Moyen moins. Je veux dire, moi, je continue à utiliser Google, j'en peux plus de Bah voilà. Vous m'aviez raconté, Luc, dans une autre émission de Refait le Mac, il y a quelques années, et ça ne nous rajeunit pas, que... et on reviendra à toi, Stéphane, pardon. Pas de souci. Que tout le monde était conscient au sein d'Apple que le plan ne marchait pas. Et plutôt que de... contredire et aller dans l'opposition à l'époque avec Scott Forstall, qu'il a payé durement, puisqu'il a été obligé de partir d'Apple, ils lui avaient carrément conçu un plan sur mesure qui fonctionnait parfaitement sur ses trajets à lui, mais dans la réalité, c'était plus compliqué. Je paraphrase, mais c'était un peu ça, Luc. Ouais, c'était incroyable. C'était juste incroyable. Ça n'avait strictement aucun sens. Le truc marchait pas. Tous les gens qui l'utilisaient sur les téléphones cachés, qui étaient ce que tous les employés avaient pour jouer avec, disaient tous les jours que ça marchait pas. On reportait des bugs tous les jours. Et Scott, lui, chaque fois qu'on le voyait, il disait c'est super, ça marche super bien, tout ça. Et ils avaient effectivement fait une version optimisée, on va dire, pour Scott, ce qui n'a aucun sens, qui est complètement idiot. Parce qu'évidemment, c'était évident que ça allait être le retour du bateau, quoi. Mais non, c'était comme ça. Ce que vous racontez, Luc, me rappelle un peu quand une agence de médias veut faire de la publicité, fait de l'affichage, et fait en sorte que la publicité soit placée le long du parcours de la voiture du président de la boîte, et la boîte en question. Ça me ressemble un peu à ce type de choses, ça existe encore. Ça, le président l'a vu. Il voit, tiens, j'ai fait la pub, super, c'est-à-dire que c'est réussi. Ouais. Vous imaginez un peu, c'est très courant. Hein. C'est très courant, bien sûr. Olivier, la semaine dernière, rencontrait une société, lui disait on n'a eu aucune audience, mais par contre, c'était très bien organisé. Le PDG a trouvé que l'organisation était top. Mais il n'y avait aucune audience. Donc, tu vois, l'événement était bien organisé sans audience. Donc, tu vois, il y a le fait de vouloir flatter... c'est ça, voilà. C'est ça, ouais. Non, mais on travaille dans ces studios pour des entreprises et leur souci premier, c'est que le directeur soit content. L'audience qui regarderait les émissions qu'on leur produirait, ça semble moins important. C'est quand même assez paradoxal. Mais non, ce que je voulais juste dire quand même, c'est qu'Apple, c'est un... Même c'est autant de Steve Jobs, mais il y en a beaucoup qui sont nostalgiques. Non, tu ne peux pas dire du mal de Steve. Hein. Non, je dis qui sont nostalgiques parce et à juste titre, c'est que ça magnifiait l'expérience. Moi, je me souviendrai toujours quand ils ont annoncé l'App Store, quelle application ils l'ont sorti pour que les gens fassent waouh. Ouais. C'était Shazam. C'était une application qui faisait. On avait tous envie. Ils font un truc. Est-ce qu'ils ont la vie. Voilà. Est-ce que ils ont pas fait cette annonce lors de la dernière WWDC à juste titre parce que c'était que du pipeau. Non, mais ils ont fait quand même de belles annonces sur Siri, mais sauf qu'ils vont pas le sortir. Voilà. Mais là en 2025, ils sont obligés de faire un truc. Maps, ils faisaient une démo d'un truc qui marchait pas bien, mais qui existait. Et on pouvait le tester derrière. Là, c'était juste des captures d'écran de la 3D. J'aimerais avoir la réaction de Christophe parce qu'on l'a pas entendu. Est-ce que tu penses aussi que le marketing à ce moment-là, en tout cas au sein d'Apple, a pris le pouvoir en juin dernier? Il fallait quoi, coûte que coûte, répondre à OpenAI qui, remettons-nous dans le contexte, sans jeu de mots, venait d'annoncer la version vocale redoutable de ChatGPT qui était vraiment bluffante. Hein. Tu vois, Olivier, le marketing, c'est comme un exhausteur de goût, en réalité. Donc, si tu as un plat qui est très mauvais, avec un bon ou mauvais marketing, peu importe comment on l'appelle, tu vas finir de toute façon par avoir ta cuisine en fait qui va être emplie d'une odeur nauséabonde et tout simplement en fait parce que ton produit initial n'est pas bon. Et ici, et c'est quelque chose que je n'arrête pas de répéter, c'est non seulement du marketing sur un produit qui n'existe pas encore. Et donc c'est effectivement, comme le disait Luc, en fait, une projection mentale de ce qu'il voudrait en fait comme produit. Et puis, mais seulement la problématique qu'il y a derrière aujourd'hui, c'est que Apple parle de l'intelligence artificielle, vend des produits qui sont compatibles pour cette intelligence artificielle qui n'existe pas encore, et donc quelque part en fait force une partie de sa clientèle à faire l'acquisition d'iPhone qui de toute façon ne verront pas l'intelligence artificielle de leur vie. Et c'est là où le bas blesse, en fait. Et c'est là où Apple risque vraiment d'avoir un retour de flamme de la part du marché qui risque d'être conséquent, quoi. Tu te souviens quand on avait reçu Bertrand Serlet il y a quelques mois pour les 40 ans du Mac, on avait fait dans la foulée une deuxième émission où il expliquait comment, je ne sais pas si vous l'avez vu Luc, mais on vous enverra le lien, Apple conçoit d'année en année, et il en a connu des releases de macOS 10, et comment l'usine Apple se met en ordre de marche pour sortir coûte que coûte
une nouvelle release. Et ce qu'il trouvait remarquable du temps où il y était, parce qu'il est parti à quelques années, pas très longtemps après vous, je pense, Luc, après le décès de Steve, que l'ensemble des composantes d'Apple participaient à l'effort commun. Il y avait bien sûr des besoins marketing qui correspondaient à l'ère du temps et répondre à la concurrence. Il y avait des visions d'ingénieurs, des visions de top managers, et Steve en tête. Et puis, il y avait aussi des petites pépites qui sortaient d'un peu partout. Et la force d'Apple, c'était la capacité de les collecter et de les mettre en commun. Et ça a créé macOS 10 et iOS aujourd'hui. Là, on a l'impression que le curseur, il est passé à 90% sur la com et sur le marketing, Luc. Hein. Ouais, malheureusement, mais une fois, moi, je pense que c'est comme ça depuis 15 ans maintenant. Hein. Donc, c'est assez dommage. Mais depuis 2012, je ne vois pas de quoi on peut être content, en fait. J'ai pas trouvé un device ou une release qui allait me faire m'exciter comme j'aurais pu être excité dans la fin des années 2010, enfin 2000 tout court, 2009, 2010. Là, c'était rigolo. Et là, non, je sais pas, c'est très bizarre, oui, effectivement. Robert Walker, donc le directeur de Siri, donc qui a dans la conversation, la réunion avait été éventée par Bloomberg, a pointé du doigt, lui, je cite, a fustigé l'équipe de com d'Apple qui a trop mis en avant les nouvelles fonctionnalités de Siri. C'est quand même étonnant comment des fuites aussi sont pas orchestrées, j'ai pas dit orchestrées, mais des fuites arrivent au bon moment pour justifier ce qui n'est pas justifiable en disant c'est pas nous, hein, mais c'est quand même assez étonnant. Hein. En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il y a encore peu, notamment aux États-Unis, Apple utilisait Apple Intelligence à l'arrivée du nouveau Siri comme un argument de vente pour acheter les nouveaux iPhone 16. Une pub d'ailleurs qui a été retirée, c'est fou, mais on l'a retrouvée. Regardez. Siri, what's the name of the guy I had a meeting with a couple of months ago at Cafe Grinnell? You met Zach Wingate at Cafe Grinnell. Hey! Zach! Oh, wow, I didn't think you'd remember me. Yeah, of course. As soon as I saw you, I'm like, it's Zach. Nobody walks like Zach. Et donc, c'est une pub, encore une fois, où Siri est intelligent, et c'est juste de la pub mensongère, quoi. Ça paraît dingue. Encore une fois, vous le disiez récemment, Luc, c'est pas la première fois qu'Apple se plante. On pense à plan, mais la portée de ses conséquences sont bien plus graves avec Siri. Donc, on a décidé de faire un second sondage et on a posé cette question toute simple à notre audience. La nouvelle version de Siri apte à rivaliser avec ChatGPT, qui devait être intégrée à Apple Intelligence d'ici la fin de l'année, ne sera pas disponible avant 2026, voire 2027. Que vous inspire cette annonce, Laurent, si tu veux prendre le relais? C'est intéressant parce que Apple a menti lors de la WWDC, 32%. Apple devrait tuer Siri et repartir de zéro, 18%. Apple devrait racheter un modèle d'IA moderne, 26%. Et il n'est jamais trop tard, 24%. Dans les 24%, c'est tous les optimistes, hein, tous ceux qui... Mais, fanboy. Non, il n'est jamais trop tard. Quand il y a le cache d'Apple, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais on va en parler. Apple, en tout cas, une chose est sûre, est en crise. Tentative d'explication. Apple en crise, Apple en retard. Un retard, je cite, jugé embarrassant et moche par Robbie Walker, encore lui, le directeur de la division Siri. Je cite, lié à des problèmes de qualité qui ont entraîné des dysfonctionnements dans 2/3 des cas. Voilà l'excuse officielle ou officieuse, puisque c'est été rapporté par Bloomberg. Alors, comment on y est arrivé? Quelle est la nature de la difficulté que rencontre Apple, les amis? Comment on peut expliquer ça? Au-delà du fait que Apple n'a pas cru au LM, à l'émergence de l'intelligence artificielle générative, est-ce que déjà, question toute bête, Luc, vous qui avez travaillé pour Apple, est-ce que le niveau, parce que ça a été beaucoup de gens nous l'ont dit aussi, est-ce que le niveau d'exigence d'Apple, de par sa culture entreprise, et ils aiment les beaux produits, et les produits bien finis, sur le papier en tout cas, est-ce que ce niveau d'exigence est compatible avec la marge d'erreur des modèles d'IA générative et leur facilité à halluciner?
Ouais, c'est ce qu'on a dit au début, en fait. Au début des LLM, on a dit Apple ne va pas les prendre parce que effectivement, ça donne trop, enfin, ça donne trop d'hallucinations et d'erreurs. Et d'ailleurs, on a dit c'est pour ça qu'ils vont faire confiance à quelqu'un d'autre et ils vont mettre la responsabilité sur ChatGPT qui va répondre aux questions bien ou mal et ils pourront toujours dire c'est la faute de l'autre. Fondamentalement, je ne pense pas que ce soit ça. Enfin, je pense que ils ont loupé le virage par excès de confiance dans ce qu'ils pensaient avoir et ils ont juste pas vu le tournant, hein, exactement comme en 2013-2014, comme je disais tout à l'heure. Et donc, c'est un excès de confort aussi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas rentrer dans ces nouvelles technologies qui peuvent être trop compliquées pour nous. Et c'est pas tellement une question de qualité, je pense. C'est une question juste d'essayer de se mettre à comprendre et trouver les produits qui vont être les bons produits pour ça. Et je pense qu'ils en sont là aujourd'hui. Et c'est pour ça que avoir donné donc la main à ChatGPT, ça leur permet, j'espère que ça va leur permettre de trouver quelques cas d'usage qui vont pouvoir après implémenter eux-mêmes. Alors, on a bien compris que quand à vous écouter que c'est une culture malheureusement qui est là depuis longtemps. Mais est-ce qu'il y a responsable aujourd'hui de cette situation, de ce retard? Surtout qu'il n'y a pas, Laurent, à proprement parler, une équipe en charge d'Apple Intelligence, parce que encore une fois, c'est un concept marketing. Il n'y a pas, de même qu'il y avait un responsable d'iOS, un responsable de Siri, il y en a un, oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a pris sévère. Hein. Ouais, mais la problématique, c'est hyper transverse. C'est hyper transverse. Le but, c'est que ce soit le plus intégré possible à l'OS. Ah oui. Donc, à un moment donné... Chez Google, il n'y a pas un responsable de Gemini. Si, mais... Ah, merci. Bien sûr, non, mais Gemini, c'est pas la même chose. Et comment ça, c'est pas la même chose? C'est pas la même Apple chose. nous le vend pareil. Hein. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a un responsable. Gemini, ils peuvent te vendre Gemini. Apple va pas te vendre. Encore une fois, on en revient à cette segmentation entre Gemini, ils vont l'intégrer à leurs produits. Mais ils vont aussi te dire, si tu veux, il existe en standalone, en fait. Comme Google Search. Voilà, exactement. Il existe en standalone. Il y a quelqu'un qui est responsable de l'application Contact, quelqu'un qui est responsable de l'application Notes. Il doit l'intégrer et faire du brainstorming à donf pour mettre des fonctionnalités utilisables avec de l'IA dedans. C'est tout. Bien l'avis de Luc sur ce sujet. Luc, je sais pas. Mais... Oui, c'est clair que on peut pas vraiment comparer ce qui se passe à OpenAI ou à Google parce qu'ils n'ont pas d'OS. D'accord, là, il faudrait l'intégrer au niveau de l'OS. C'est-à-dire que c'est dans ça devrait être toutes les applications devraient être capables de taper dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on aurait dû faire à Siri au départ. On aurait dû l'intégrer complètement et dès le départ, on aurait dû avoir un Siri qui propose des API pour toutes les applications, pour pouvoir qu'elles soient speechifiées, je ne sais pas comment on dit, pour qu'on puisse l'utiliser. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a mis des années avant de pouvoir avoir des API de Siri pour les applications. Donc, c'est exactement ce qui doit se passer pour Apple Intelligence. Ça doit être quelque chose qui est au niveau de l'OS et qu'on doit pouvoir les taper comme on veut. Et ces fonctionnalités, aujourd'hui, le problème, c'est que ils ont même pas ce qu'on appelle le fondamental. Donc, bon, comme j'ai dit, il faut qu'ils construisent, il faut qu'ils comprennent, et puis ils vont y arriver à un moment donné. Christophe, j'ai vu que tu acquiesçais aux paroles de Luc. Ah non, mais moi je dis amen, en fait. Tu vois, en administration système, c'est vraiment ce qu'on appelle bare metal, c'est-à-dire le plus proche possible en fait du matériel. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle doit être là, elle doit être bare metal, ça doit être le bas de ta pyramide de Maslow en fait pour un système d'exploitation. Et donc entendre ça, en fait, oui, ça m'émeut en fait parce que c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. En fait, les ponctuations d'intelligence artificielle à droite et à gauche d'un système d'exploitation doivent être juste le reflet de la façon dont ça a été construit en fait. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que même Craig Federighi dans Wall Street Journal a expliqué comment il avait pris conscience que finalement OpenAI c'était pas si mal que ça, il faisait s'intéresser. Hein. Oui, en fait, c'était pendant ses vacances de Noël en fin d'année 2022. Donc, comme nous, hein. Voilà, ça venait de sortir. OpenAI, les vacances de Noël en 2022, on a tous essayé ChatGPT. C'était le 30 novembre 2022. Craig Federighi aurait utilisé la première fois tester les fonctionnalités de complétion de code de Copilot sur GitHub et a développé en partenariat avec OpenAI. Voilà, donc ça aurait été un déclic, rapporte le Wall Street Journal. Que jamais. Il a été impressionné, bien sûr, et
comme c'est le patron de l'ingénierie logicielle, il aurait alors changé un peu de vision sur l'intelligence artificielle, mais ça aurait été... Moi, le texte, je l'ai lu, et j'ai dit, mais là, il nous en fume. Hein. Qui est Wall Street Journal? Ouais, cette phrase, il a découvert ça. Non, il l'a dit, il a dit dans un podcast. Hein. Il a raconté dans un podcast. Non, mais il peut le raconter. Il y a un côté storytelling, quoi. Toi, tu y crois pas? Ça fait 2 ans et demi, quoi. Je veux dire, faut pas exagérer. 2 ans et demi. Je veux dire, le gars, s'il l'a découvert en novembre 2022, il serait temps qu'il se déclenche, quoi. En tout cas, une chose est sûre, Luc, c'est qu'Apple a annoncé des changements au sein de son organigramme. John Giannandrea, qui est le senior vice président d'Apple en charge du machine learning et de la stratégie IA, n'est désormais plus en charge de Siri, Laurent. Hein. Non. Donc la question, c'est est-ce que ça veut dire qu'ils ont déconnecté Siri de... Apparemment, c'est lui qui paye, hein, apparemment. Ouais. Pourtant, c'était un... Enfin, Luc, il est hyper connu, Giannandrea. C'est un ponte de chez Google, hein, qui était débauché pour une fortune. Hein. Ouais, mais bon, il était... lui, il devait mettre... l'IA dans Siri, mais ça veut rien dire. Il faut mettre l'IA dans l'OS, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut que l'IA soit dans toutes les applications. Siri n'est qu'un moyen d'accéder à l'IA dans les applications. Siri par lui-même ne sert strictement à rien pour l'IA. Laurent? Du coup, c'est plus lui, hein, c'est Mike Rockwell, hein, qui était jusque-là en charge des Vision Pro, qui va diriger l'équipe Siri et qui sera directement sous les ordres de Federici. Donc, le patron de... Donc, on va voir. Hein, est-ce que c'est pour prendre un raccourci un peu plus rapide ou pour avoir fait sauter un fusible Est-ce que ça ressemble à une prise de pouvoir de Craig Federighi, Luc, sur l'intelligence artificielle au sein d'Apple? Parce que c'était le domaine réservé de Giannandrea, on peut penser à ça. Hein. Ouais. Bon, je pense que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, franchement, parce que moi, comme ça, je pense que c'est une vision qui sera un peu plus... dans l'OS, comme on l'avait dit. Et puis, dans l'OS. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir mis plutôt à ce niveau-là, quoi. Et Christophe, on entend dire depuis longtemps maintenant qu'il y avait quelques conflits, entre guillemets, culturels entre les divisions de Craig Federighi et celle de Giannandrea, hein, Christophe. Oui, a priori, c'est deux paradigmes qui s'opposent au sein d'une entreprise, comme ça existe en fait dans beaucoup d'entreprises, et particulièrement dans les très grandes entreprises, tu vois. Comme ça existait à l'époque du Mac. Ou Luc avec un certain Scott, par exemple, c'est ça, Luc? Faut appeler un chat un chat. Alors, c'était mon patron. Non, ils s'entendaient super bien, je pense. Hein. C'était mon patron, je pouvais rien dire. Hein, donc, un peu quand même. Alors, le jour de votre démission, vous avez été allé voir Tim Cook quand même. Ah ouais, il fallait dire la vérité. D'accord. Peut-être que ça manque un peu au sein d'Apple, ce genre de choses. Bilan, alors ce qui est assez, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, qui est vraiment responsable, c'est facile à dire. En plus, on est loin, et on pourrait vraiment dire qu'Apple, notamment en Europe, nous aide beaucoup pour essayer d'avoir des infos et discuter avec les Américains, mais on arrive quand même à avoir quelques infos depuis le temps qu'on travaille dans ce milieu. Et puis, il y a quelques articles du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal avait publié il y a quelques mois, lors de la WWDC, en mois de juin, comme par hasard, quelques mois avant, que Giannandrea avait souffert d'un manque, je cite, d'un manque de ressources. Apple n'avait pas assez investi dans les fermes de serveurs nécessaires à l'entraînement des grands modèles de langage. Et en 2023, ils auraient commencé seulement en 2023 à mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard, dépensant des millions de dollars pour acheter les fameux serveurs et GPU de nos amis de chez Nvidia. Et puis, on l'a entendu en juin dernier, cap sur les puces M2 Ultra, ou bientôt les puces, et aujourd'hui les puces M4, de Johnny Rougerie, qui allait permettre en plus de faire une IA vertueuse, car les puces d'Apple sont moins énergivores. Et donc tout le monde était content. Et j'ai l'impression, Christophe, que sur ce point aussi, Apple a un peu halluciné. Hein. Tu sais, je pense que la problématique, c'est pas au niveau du matériel, quoi. Ça l'a jamais été, je pense. En fait, mettre en place des serveurs, mettre en place un data center quand tu as de l'argent, en fait, c'est pas le souci, c'est pas le problème, en fait. Peut-être que ce qui a manqué, tu vois, et on en parle hein, depuis maintenant presque une heure. Ce qui a peut-être manqué, en fait, c'est la matière grise. Ou ce qui manque peut-être, en fait, c'est de la libération de la matière grise chez Apple. En fait, avoir les bons ingés, les mettre au pouvoir, permettre de tester. Tu vois, des rats de laboratoire, ça manque aussi, en fait. Donc pour moi tu vois, on parlait de Xerox, on parlait de tout ça en fait qui a donné naissance à plein de choses intéressantes en fait surtout dans la Silicon Valley. Xerox c'est au centre de tout la Silicon Valley avec le Xerox Park.
Ouais. Donc tu vois en fait après mettre en place un data center, tirer des fibres, en fait mettre en place un cluster, etc. C'est pas le sujet en fait, c'est des choses qui se maîtrisent aujourd'hui. Stéphane, et on donnera la parole à Luc et à Laurent juste après. Non, il y a une analyse de Loop Capital, Ananda Barua, qui vient de déclarer qu'Apple est en train de commander justement pour environ $1 milliard de systèmes basés sur 250 serveurs NVIDIA GB300. Bon, donc c'est un rack unifiant, 72 GPU en gros, NVIDIA, Blackwell, Ultra. C'est un sacré aveu d'échec quand même d'Apple encore une 36 fois. CP. Bah, ouais. Enfin, moi j'ai mal écouté la WWDC, Luc, en juin dernier, où il disait vous allez voir, on va mettre des serveurs partout. Moi quand je pose la question à Apple, parce qu'ils nous font des démos lors des product briefings, regardez le nouvel iPhone, le nouveau Mac Studio, le machin, le truc. Je dis mais c'est le Mac Studio, c'est le Mac Mini que vous allez utiliser pour Apple Intelligence? Et là je sens qu'ils ne comprennent pas la question. Je dis mais c'est-à-dire, il y a Apple Intelligence dans le Mac. Je dis non, vous ne comprenez pas. Vous allez produire de l'intelligence, il faut des serveurs. Et là il y a un blanc. Ouais. Luc. Ouais, bon, là, de toute façon, c'est clair que aujourd'hui, pour créer des modèles, pour faire tout ce qu'on fait en IA, en GenAI en particulier, on est obligé d'avoir des serveurs. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir des serveurs NVIDIA. D'accord, c'est la réalité, c'est CUDA, c'est comme ça. Et donc, mais comme disait Christophe, c'est pas le problème. Parce que, je vous donne l'exemple de 2010. En 2010, on avait 0 serveur pour Siri, hein, parce qu'il n'y avait que des serveurs pour iTunes qui n'avaient rien à voir avec des serveurs qui avaient besoin de compute pour Siri. Ouais. Et on a créé les data centers, les 2 data centers de Siri, on les a créés en 6 mois. D'accord, donc c'est pas le problème d'avoir l'argent pour créer des data centers. Le problème, c'est juste que je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Christophe là-dessus, c'est la non-libération de la matière grise, parce que la matière grise, elle est là. Il y a des gars intelligents, des gars qui sont très forts, mais on ne les a pas libérés sur ces projets-là parce qu'on n'y croyait juste pas, parce qu'on voulait continuer dans le petit confort dans lequel on était. Donc c'est la réalité. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, après, il y a d'autres choses. Hein. Les choses qui ont été annoncées comme étant les modèles qui allaient tourner sur les Mac Mini ou même sur les téléphones, c'était des petits modèles. Mais pour avoir l'expérience de créer des petits modèles, il faut en créer des gros. Et c'est ce que n'a pas su faire Apple aujourd'hui. C'est pour ça que ce qu'ils font avec OpenAI, ça va être relativement intéressant parce qu'encore une fois, ils vont apprendre et ils vont copier un peu. Mais je ne comprends pas du coup si Apple se raccroche aux branches avec OpenAI quand on a vu il y a quelques années, Luc, quelques mois, parce que ça va tellement vite dans l'IA, qu'un certain patron, aidez-moi, le patron d'OpenAI, Sam Altman se fait virer par son conseil d'administration et qu'il commence à être... il est absorbé par Microsoft. Apple n'a pas bougé le petit doigt. Vous êtes aux commandes d'Apple, vous voyez ça sur le marché, vous ne le prenez pas, vous, Luc? Franchement. Moi, je ne le prends pas. Non, bon, d'accord. Vous faites ce que vous voulez. Non, mais je ne sais pas, ça montre peut-être le... Enfin, il y a quand même... Là, il y a la matière grise, en tout cas. Il y a des équipes. Il y avait de la matière grise, il y avait des équipes, mais bon, ça a été très, très rapide aussi, ce qui s'est passé là, parce que très rapidement, Microsoft avait mis son veto globalement en embauchant toute l'équipe pratiquement immédiatement. Donc c'est pour ça que Apple a certainement rien dit à ce moment-là. Bon, en 3-4 jours, en une semaine, ça a été terminé, toute l'histoire a été retournée. Donc mais c'est vrai qu'ils auraient dû, on aurait pu, et c'est une erreur certainement du patron qui s'est viré, là, le patron d'IA qui s'est viré, c'est que on n'avait pas parié sur d'autres talents, sur certains talents, même sur des acquisitions. Les trucs qui ont marché, il y a des acquisitions qui ont été... Là, il y a eu 0 acquisition dans le domaine de l'IA, ou très peu en tout cas. J'ai d'autres chiffres, mais on en parlera dans un instant. En tout cas, toujours sur le Wall Street Journal, toutes les fonctionnalités qu'on a vues au fil des années, comme la possibilité de copier du texte dans n'importe quelle photo ou encore d'extraire le sujet principal d'une image, seraient ainsi l'œuvre des employés et des équipes de Craig Federighi et non de ceux gérés par John Andrea. Ils auraient eu du mal à collaborer, toujours sur le Wall Street Journal, notamment parce que le calendrier strict des mises à jour d'iOS et de macOS collait mal avec l'organisation interne de l'équipe dédiée à l'IA, selon les informations du Wall Street Journal. Beaucoup de réactions sur Twitter, encore une fois, Laurent. Ouais, on a Willy Tech qui dit mieux vaut tard que jamais. Peut-être que c'est reculer pour mieux avancer et étonner la concurrence avec un système meilleur et mieux abouti. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est un peu du wishful thinking, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Où il y a le Flat qui dit c'est jamais trop tard pour la base utilisateur qui ne bougera pas de l'iPhone. Mais c'est pas avec ce retard qu'ils vont attraper des gens d'Android.
C'est intéressant. Ouais, on a vu quand même en France notamment avec des modèles de LLM avec peu de moyens se faire accueillir pas mal les Chinois surtout. Et puis les Chinois plus récemment, avec des fermes de serveurs qui n'ont rien à voir avec les 1 milliard qu'a investi Apple récemment. Sur les Chinois, moi je suis d'accord avec Luc. Je pense que là aussi on nous raconte une histoire. C'est facile. Laisse-le le dire, parce que toi tu le sais, mais la réponse de notre audience ne le sait pas encore. Luc, je vous en prie. Ouais, DeepSheet, comme je l'appelle, DeepSeek, donc on ne connaît pas vraiment l'histoire, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fallu mettre sur la table pour pouvoir vraiment créer ces modèles. On connaît maintenant les modèles une fois qu'ils sont disponibles, on voit bien qu'ils sont effectivement un peu plus frugaux, mais pour la création des modèles eux-mêmes, pour la distillation, puisque c'est ce que c'est pour la distillation des modèles, avec certainement l'aide d'OpenAI, enfin l'aide non consentie d'ailleurs d'OpenAI, je pense qu'on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Donc, si Apple avait fait ce qu'a fait DeepSeek, je suis pas sûr que ça serait passé comme une lettre à la poste. Ceci dit, ils ont fait quand même des trucs malins, et ça aurait été malin de la part d'Apple de faire quelque chose de similaire. Ouais, on va voir dans les mois et les semaines à venir, parce que là, ce qu'on décrit et ce que vous mettez à jour, maintenant est sur la place publique, et ils se doivent de réagir. Et là, les prochaines WWDC vont être très intéressantes parce qu'ils ne pourront plus pipoter là. Sinon, ça va se passer très mal, parce que vous qui vivez dans la Silicon Valley, c'est qu'on ne peut pas vendre un produit sur du mensonge. C'est de la fausse information, et c'est pénalement répréhensible aux États-Unis. Donc, l'année prochaine, c'est dans 2 mois. Oui, c'est dans 2 mois. Donc, mais justement, il y a urgence. Alors justement, les solutions, revue de détail avec Luc Julia. Alors, est-ce que la première solution ne serait pas tout simplement, lorsqu'on l'a dit dans notre sondage tout à l'heure, faut-il tuer Siri? Ça, c'est dans Zibi, non, on va garder, on l'aime bien. Faut-il tuer Siri? Êtes-vous satisfait de Siri pour un usage quotidien? Vous êtes fier de vous, Luc, bravo, regardez les résultats. 13,2%, Laurent, oui et non, combien? 87% disent non. Waouh. Vous faites non, mais tout le monde vous écoute. Voilà, tout le monde vous écoute. Beaucoup de réactions encore sur Siri, beaucoup de frustration autour de Siri, Laurent. Non, je n'utilise pas la maison connectée. Plus ça va, pire c'est. Franchement, c'est le pire assistant vocal. Malheureusement, à l'image en ce moment d'Apple, quoi. Réaction de Romuald, d'autres réactions de Bad Truite. Il est rigolo celui-là, le surnom. On peut articuler comme on veut. Il a du mal à comprendre et à écrire ce qu'on lui dit. La grammaire et la conjugaison est souvent pitoyable. Cela me fait penser que Siri est un mauvais élève de CE2. Ouais, on s'est fait plaisir, on les a bien sélectionnés, mais on a eu vraiment juste un inventaire à l'après-vert. Réaction de Steven Klimovic. Siri est pitoyable, non seulement il comprend rien, mais en plus il apprend rien et n'a pas l'ombre d'une intelligence. T'as qu'une lumière dans la maison et tu lui demandes tous les jours de l'ouvrir. 2 fois sur 3, il comprend pas, et plus nul que ça, c'est dur. Luc, est-ce qu'il faut partir d'une feuille blanche? Je sais pas. Je ne sais pas s'il faut partir d'une feuille blanche. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans les architectures et dans les choses qui ont été faites avant. On a quand même une base de 500 millions d'utilisateurs weekly. Donc c'est quand même... Alors maintenant, est-ce qu'ils l'utilisent comme on pensait qu'ils allaient l'utiliser? Non. Est-ce qu'ils utilisent quelque chose qu'ils devraient utiliser, qui est cette IA conversationnelle qui est partout ailleurs, sauf chez Siri. Enfin, elle n'est pas non plus chez Alexa, mais elle arrive. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit qu'il faille repartir de zéro. Il faut définitivement apprendre de ces erreurs. Là, le fait que, par exemple, l'histoire de la lampe, moi, ça m'horripile aussi. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est absolument incroyable. Quand je dis allume la lampe et qu'il me dit encore quelle lampe, alors qu'il n'y en a qu'une, je veux dire, c'est insupportable. Donc, il y a définitivement des fonctions à ajouter, des choses à ajouter. Peut-être qu'il est temps de reprendre le code. Je sais pas. Je sais même pas, comme on disait tout à l'heure. En fait, comme il y a 3 ou 4 bases de code maintenant, on sait même pas exactement qui est où, en fait. Donc, franchement, je sais pas. Ça a même régressé parce qu'avant, je demandais toujours où je me garais ma voiture. Siri, et là, ça marche plus. Mais il faisait la géolocalisation avec... Oui, parce qu'en fonction du Bluetooth, etc. Et donc avant, je demandais où est ma voiture et où je l'ai garée, parce que ça, c'est mon le problème. Et là, c'est fini. Vous parliez de la solution. Est-ce que c'est pas l'acquisition de start-up? On a un peu listé brièvement, Laurent, les différentes start-up. Alors, on ne sait pas tout, parce que le culte du secret, même si c'est beaucoup éventé...
est toujours bien présent à Cupertino. Et puis on sait que au cœur de la réussite, vous me trompez si je dis des bêtises, Luc, de la réussite de Gemini, c'est le rachat de DeepMind par Google. Sans ça, ils auraient quand même eu du mal eux aussi, je pense. Luc, hein. Alors, on a listé pas mal de startups qui ont été achetées dans le domaine de l'IA par Apple. Pêle-mêle, Laurent, et Apple n'a pas chômé. Hein. FaceShift et Fashwell, qui ont donc été le moteur d'un laboratoire de recherche zurichois surnommé le Vision Lab. Ouais, il y aurait une équipe à Zurich qui est très en pointe sur l'intelligence artificielle et chez Apple, et c'est sur la direction de Gianandrea. D'autres acquisitions. En 2016, acquisition de Perceptual Machines, donc spécialisée dans la détection d'images grâce à l'entraînement sur de vastes volumes de contenu. Voices en 2020, en se concentrant sur l'amélioration de la compréhension du langage naturel de Siri. Là, ils l'ont pas intégré, ça. En 2023, Apple a acquis au total 32 startups. 32 startups en 2003, ça fait... Attends, il y a 12 mois, ça fait 3 par jour. Non, pas par mois. Ah, non, bah, c'est quand même pas mal. Sauf au mois d'août, quoi. Alors, dans la Silicon Valley, que dans les grosses boîtes, c'est beaucoup, 32 en un an, dans un secteur comme l'IA Non, c'est très peu, en fait. Quand on regarde les chiffres de Google en 2019, Google en a acheté 300. D'accord, c'était une par jour. D'accord. Donc, pas loin. Donc c'est peu. En plus, c'est des petites acquisitions, c'est des petites startups. Et malheureusement, dans la liste que je connais, moi, je ne connais pas les 32 là, mais dans la liste que j'ai, moi, il y a beaucoup de choses que je dirais vieilles, des vieilles IA, donc des IA de perception. Et dans les IA, les nouvelles, donc ces IA génératives, je n'ai pas vu grand-chose en fait. Donc Natural Language, IA de vision, machin. Ouais, super, mais c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu en 2003 qu'ils ont acquis, Laurent ? En 2023, il y a le géant de la technologie, donc il y a Wave One, avec sa technologie de compression vidéo, et ainsi que d'autres startups comme Emotion, Laserlike, Drave AI, AI Music, et avec certaines intégrées dans les appareils d'Apple. D'ores et déjà. Ouais. Darwin AI, la canadienne. Ouais. Et puis, ils ont acquis, je crois, une startup en France en 2024. Oui, tout à fait, Datacalab, donc, que Stéphane connaît bien. Et avec, qui est pas mal. Hein. L'accord aurait été conclu en 2023. Voilà. Mais bon, ça fait quoi, Datacalab ? Reconnaissance visuelle. Reconnaissance visuelle, il y a eu beaucoup de reconnaissance visuelle et données des visages. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est une boîte entière qui a été rachetée par Apple, oui. Une boîte française, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc si c'était acquis fin 2023, début 2024, c'est encore trop tôt pour être aujourd'hui au sein d'Apple, on est bien d'accord. Tout le personnel est sûrement là-bas, ou en tout cas il a été... Luc, je vois... Non, mais vous voyez, c'est encore une fois, une boîte de vision. Ils ont acheté combien des boîtes de vision dans les 10 dernières années ? On a l'impression qu'ils ont acheté que ça. Je veux dire, on ne parle pas de vision, là. On parle de GenAI. Est-ce qu'ils doivent racheter un moteur clé en main d'IA et un nouvel assistant vocal ? Franchement, je ne pense pas qu'ils doivent acheter un moteur, parce que maintenant, il y en a tellement de disponibles. Ils doivent regarder un peu ce qu'il y a en open source, et puis peut-être adapter un peu ce qu'il y a là, quoi. Peut-être qu'il faut racheter un truc, peut-être qu'il faut racheter des gens qui savent les utiliser. Peut-être que c'est ça, mais là, maintenant, il faut faire de la GenAI, quoi. Il faut arrêter de faire du natural language et puis de la vision. Alors, on a cherché avec Laurent, on n'a pas été très loin, Laurent, ça s'appelle Alter, Laurent. Ouais, alors moi, c'est une solution que j'aime beaucoup, hein, et c'est une solution que j'aime beaucoup. C'est une boîte française. Ils sont pas nombreux, mais vraiment pas nombreux. Ils sont plutôt très bons, et ils ont fait ce que moi je pense que j'aimerais voir dans l'OS. Toi, tu aimerais avoir un Siri dans l'encoche de ton Mac, c'est ça ? Ouais. Et qui prenne en charge le contexte. J'aimerais un ChatGPT / n'importe quel autre modèle, tu vois, de langage, avec lequel je pourrais interagir, avec les spécificités, celui-là un peu meilleur pour le code, celui-là un peu meilleur pour ce traitement-là, et qui s'intègre directement dans l'OS. C'est-à-dire qu'il soit capable d'interagir avec des applications existantes, voire avec l'OS, c'est-à-dire faire changer des choses dans mon OS, quoi. Aujourd'hui, sinon il n'y a aucun intérêt, sinon tu prends que des solutions externes, et tu fais toi-même ton choix, c'est ce que j'ai fait. Alors, un peu de ChatGPT par-ci, un peu de Claude par-là, un peu de... Je te propose qu'on regarde la démo que nous a préparé les développeurs d'Alter en vidéo, c'est bien plus parlant qu'un long discours.
Salut la team On refait le Mac, Samuel ici, fondateur d'Alter, hyper content d'être avec vous et de pouvoir vous faire une démo exclusive de la prochaine version de notre assistant pour Mac. C'est encore plus dingue de faire cette démo, sachant que Luc Julia, co-créateur de Siri, est parmi vous. Bref, allez, c'est parti. Trouve la date du keynote WWDC de cette année et ajoute-la à mon calendrier perso avec le lien YouTube de la chaîne On refait le Mac et le lien de la chaîne Apple, histoire qu'on puisse regarder ça tous ensemble. Ok, ouvre mon calendrier. Donc là, on voit qu'il a ouvert le calendrier. On va aller regarder. Hop, la keynote. On se retrouve avec la chaîne d'Apple, la chaîne dont on refait le Mac, les informations sur l'événement. C'est juste magique. Et c'est ce qu'on lance courant avril. Un assistant qui vit dans le notch, qui connaît votre contexte et qui interagit naturellement avec votre Mac. Bref, on poursuit le rêve Siri et c'est que le début. Merci encore à toute l'équipe et un merci tout spécial à Laurent qui est un de nos premiers supporters. Voilà, à bientôt. Alors Luc, Stéphane, Christophe, est-ce que vous achetez ? Bah oui, moi j'achète, c'est exactement c'est ce qu'on vient de décrire juste avant, hein. C'est exactement quelque chose qui est contextuel, c'est ce qui s'appelle les intelligences artificielles agentiques, plein d'agents spécialisés qui sont en coopérant capables de faire quelque chose qui va être utile à la fin, et c'est ça qu'on pourrait faire. Et je pense que le speech qu'il a utilisé, c'est définitivement pas Siri, hein. Donc ça sent plutôt, c'est clair. Ça sent plutôt d'OpenAI qu'autre chose. Ok, Christophe, tu valides également ? Alors oui, je valide bien entendu la vision, en tous les cas. Faire de l'interaction homme-machine, le système cognitif de l'intelligence artificielle, en fait, c'est vraiment sans doute la bonne façon de faire pour contextualiser. Hein. Il y a un monsieur qui s'appelait Marvin Minsky, en fait, qui a posé les bases, en fait, de ce que c'était qu'un royaume. Donc vraiment contextualiser le paradigme de manière à bien servir et à mettre le focus là où il faut, en fait, et que le paradigme soit le bon autour de l'utilisateur. Je pense, en fait, que la démonstration qui a été faite a été légèrement découpé, en fait, parce que c'était un tout petit peu plus lent, mais effectivement, par contre, la vision est là, ça c'est certain. Stéphane, allez, pour conclure, toi, ta vie, c'est séduisant. Il y a beaucoup de talent, énormément de talent en matière d'IA générative en France. Hein. En France, on a une chance, et même beaucoup de Français sont à la tête de départements. Même du côté obscur de la force. Hein. Que ce soit chez Meta, mais aussi, que ce soit chez Meta et chez OpenAI, on a Romain Huette qui est là-bas. Et même chez Apple, ils sont bien cachés, mais ils sont bien cachés. Ouais, donc en gros, en France, on donne le pouvoir. On a un sacré vivier de talents grâce à des très belles écoles d'informatique. Je les nommerai pas, mais vous les devinez. Non, c'est sûr que c'est très bien et je suis vraiment fan de ça. A priori, Laurent m'a permis de l'installer et là, dès les premiers trucs, j'ai envie d'essayer, j'ai envie que l'émission se termine et ça y est, je vais y être. On va te laisser terminer. Beaucoup de réactions pour conclure, Luc, avec vous. Beaucoup de réactions, beaucoup de questions sur Twitter adressées directement à Luc, parfois très techniques. On a sélectionné que 3 ou 4 parce que sinon on aurait passé 2 heures d'émission. Je t'en prie, première question, Laurent. Alors toujours Rémi, entre 2022 et maintenant, que pense-t-il des dernières avancées comme le RAG ou la redécouverte des MOE ? Même chose sur l'apport significatif de l'open source dans le domaine du machine learning. Vous avez parlé de l'open source tout à l'heure, Luc, mais c'est intéressant. Bon, il y a plein de questions. Le RAG est évidemment quelque chose, le RAG de fine-tuning, c'est effectivement des choses très intéressantes et très importantes parce qu'on passe du rêve de l'intelligence artificielle générique à quelque chose qui est beaucoup plus spécialisé et donc qui marche finalement. Donc on se retrouve donc avec ces fameuses intelligences artificielles spécialisées qui ont des pertinences beaucoup plus importantes et qui du coup peuvent devenir ces fameux agents sur lesquels on va pouvoir compter. Donc ça c'est super important. Et j'ai déjà oublié la deuxième partie de la question qui était... La redécouverte des MOE, même chose sur l'apport significatif de l'open source dans le domaine du machine. Alors ça, c'est super important, évidemment, parce que ça permet de trouver, quand on va sur Hugging Face, on se retrouve avec des centaines de modèles, on peut aller faire ses courses, on peut voir un peu, on peut essayer plein de trucs, on peut essayer du plus petit ou plus gros modèle, et c'est super important de pouvoir faire ça en open source, parce que c'est finalement ce qui permet à la plus grande partie des développeurs de pouvoir jouer avec.
Oui, et puis l'open source, on sait que c'est à l'origine aussi du renouveau d'Apple avec macOS 10. Bertrand Serlet en a longuement parlé, le noyau Unix notamment de macOS 10. Je prends juste une question, parce qu'il y a une question de Cook Team. Luc revient, point d'exclamation. Non, je plaisante. À toi la question. Mano qui dit, quand on voit les dépenses énergétiques qui vont exploser dans les années à venir dues à l'IA, que pense Hugues Julia de la démarche d'Apple? De choisir une intelligence basée principalement sur du local, pourrait-on se dire qu'Apple suit la bonne voie? Ouais, alors ça, moi, je suis pro device, donc je pense que c'est une très bonne idée de ramener l'intelligence artificielle et les moteurs d'intelligence artificielle sur les devices. Donc ça, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, ça permet globalement de distribuer les capacités et surtout la consommation. Donc, évidemment, chacun des devices va pouvoir consommer ce qu'il a à consommer, mais si on les mettait tous ensemble dans des data centers, tous ces trucs-là, eh ben, ils se chaufferaient entre eux et ça prendrait beaucoup plus d'énergie pour les refroidir. Donc, en fait, c'est une très bonne idée de distribuer. Ceci dit, la création des modèles, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même passer un petit peu de temps pour créer ces modèles et on est obligé quand même de faire ça dans le cloud quelque part. Donc, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut créer des trucs qui sont performants, mais après les rapatrier en petits modèles spécialisés sur des devices. Je trouve que c'est une excellente idée. Encore une réaction de Mano, une question encore de Mano. Ouais, il dit, Apple insiste sur la confidentialité et le respect des données, mais dans le monde où l'IA nécessite d'énormes quantités de data, peut-elle réellement rester compétitive sans collecter plus d'informations sur ses utilisateurs? Ça dépend, c'est-à-dire que justement, si on arrive à ramener des modèles qui sont des modèles un peu génériques, donc si on les ramène sur ces devices, on va pouvoir faire en sorte de garder les données personnelles sur ces devices, et donc contre ces modèles, globalement, faire en sorte que les IA marchent quand même en local et marche aussi bien. Bon, c'est le problème, encore une fois, c'est que pour créer les modèles eux-mêmes, on a besoin quand même de beaucoup de données. Et en général, il faut quand même savoir à peu près, surtout quand on va spécialiser dans des choses comme, je sais pas, un style d'écriture ou je sais pas quoi, il va falloir quand même avoir des données de vrais gens. Donc, compliqué. Merci Luc, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Un mot au sujet de notre sponsor Incogni. Si vous êtes de plus en plus spammé, que vous recevez des dizaines d'offres commerciales non désirées, sans parler des démarches téléphoniques pour vous vendre des panneaux solaires, et ce alors que vous n'arrêtez pas de remplir des formulaires pour vous retirer des listes de diffusion, c'est que vous êtes victime de data brokers. Kezako, des entreprises qui achètent vos infos personnelles auprès de commerçants en ligne ou services auxquels vous êtes abonné quand ils ne profitent pas de fuite de données. Ils agrègent également vos informations depuis les réseaux sociaux, newsletters, cartes de fidélité pour obtenir vos emails, numéros de téléphone, âge, etc. Bref, ils construisent des bases de données qui savent tout de vous et qu'ils revendent à des sociétés tierces qui vont vous gaver de pubs ciblées et inonder de coups de fil. Alors bien sûr, vous pouvez demander à ces data brokers de supprimer vos données personnelles, mais c'est un long chemin de croix au vu du nombre de data brokers dans le monde. Heureusement, il y a Incogni. En vous abonnant à ce service, il s'occupe de tout et va contacter en votre nom tous les data brokers et leur imposer de supprimer vos données. Vous pouvez même suivre les avancées des requêtes sur le site d'Incogni et constater le nombre de bases de données qui ont supprimé vos infos. En utilisant le code ORLM et en cliquant sur le lien de la description de la vidéo ou encore en scannant ce QR code, vous économisez 60% sur l'abonnement annuel Incogni. Merci à Incogni de soutenir ORLM. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane en plateau. Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone avec plein d'élastiques? Voilà, j'ai un téléphone... C'est un nouveau concept? Oui et non. Oui et non. En fait, quelqu'un m'a bousculé, j'ai fait tomber mon iPhone et il s'est retrouvé la vitre arrière. Il n'a pas mis de coque. Jamais de coque. Ouais. Et sauf qu'on a des sponsors et que tu portes des coques. C'est pas bien évidemment. Triche. Et donc on n'a plus de sponsor coque, donc s'il y en a qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Et donc, non, donc il était tout cassé et un peu cassé devant. Je suis allé chez Apple et Apple avait un petit souci, parce qu'il disait ah oui, le châssis va être un peu abîmé, on ne prend pas le risque, on ne vous le prend pas, alors qu'il était sous garantie. On a acheté un nouveau.
Oui, plus ou moins, ouais. Et en fait, il y en a un vendeur très gentil qui me dit, non, par contre, on a un partenaire qui est boulevard du Port-Royal, qui s'appelle Screenfix. À Paris. Parce que tout le monde n'habite pas à Paris. Oui, mais non, mais on peut envoyer ces téléphones, ils envoient des photos, ils sont très efficaces. Et j'ai fait jouer les assurances, bien évidemment, et pour 170 €, j'ai eu mon iPhone comme neuf. C'est-à-dire qu'ils t'ont changé le dos et la face avant. Un peu là. Et en gros, je peux juste dire, j'ai vu... T'as pas perdu Face ID? Rien du tout. J'ai tout testé. Et en gros, pour pouvoir bien s'assurer que la colle marche bien, donc j'ai, pendant encore quelques minutes, ces élastiques. Mais finalement, je trouve qu'il a un certain charme comme ça, donc je vais peut-être le garder. Tu as lancé la mode. Voilà, j'ai lancé... Voilà. Laurent, ton coup de cœur? C'est un coup de cœur que j'avais déjà choisi, mais je le recommande parce que... Alors, j'adore ce coup de cœur. Il y a des choses qui m'ont pas plu parce que c'est des choses que je gardais un peu secrètement pour moi et du coup, elles ont été un peu divulguées. Mais pour tous les gens qui n'iront pas et qui ont envie de comprendre la Silicon Valley avec les spécificités, il faut le faire. C'est une mini-série de Luc Julia faite avec Arte et qui s'appelle Silicon F-U-C-K-I-N-G. Mais non, on n'a pas. Alors attends, tu m'interdis de le dire à chaque fois. Là oui, c'est la titre original. Ben oui, mais tu me fais quoi? Tu m'interdis de dire des gros mots, Valais. Et franchement, ça se mange. Pour moi, ça se mange comme des amuse-bouches. Ça dure une petite demi-heure chacun. Même pas 10-12 minutes. Et donc voilà, c'est franchement. Et mon fils a passé, donc je vous le racontais tout à l'heure, parce que j'ai son correspondant en ce moment. Et donc avant qu'il y aille, bon, il était déjà allé dans la Silicon Valley avec moi. J'y allais souvent à une époque, et je lui avais forcé à la re-regarder avant. Il a pris du plaisir. Et surtout, je vais dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'aime bien dans Luc Julia, en dehors de ses chemises hawaïennes. Il y a un côté un peu Luc, pour moi, il y a un côté un peu anticonformiste. C'est pas cette espèce de langue de bois avec un petit bâton dans les fesses, comme on dit. Luc, il est pas du tout comme ça. Et en fait, dans cette série, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit, en fait, j'ai trouvé un Luc qui était à la fois comme ça, mais pas extrême. Et on apprend, et il y a une fluidité. Donc voilà, j'ai beaucoup de gens qui l'ont aimé. Moi, j'ai forcément adoré. Mais merci. Et donc, j'ai la chance de dire merci, Luc, pour ce petit moment de bonheur, quoi. Si vous voulez effectivement tout connaître et découvrir pourquoi aujourd'hui la Silicon Valley est au centre de tout en matière de tech, l'histoire, l'importance des universités, notamment celle de Berkeley, de Stanford dans la Silicon Valley. Et le nombre de prix Nobel et de talents. Mais pas que ça. Là, sur les VC, on a toute une image et là, l'angle qui a été pris sur l'approche des VC, je l'ai trouvé génial parce que ça sortait un peu de l'approche hyper classique. Voilà, il y avait plein de choses que je trouvais cool avec. Franchement, c'est très proche de la réalité et en même temps, c'est frais. Je veux dire, c'est pas ce qu'on entend à chaque fois et tout ça. En tout cas, il est certain qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des anciens responsables d'Apple au sein de cette émission, qu'une telle liberté de ton, ça fait plaisir. Christophe, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, au départ, c'était la saison numéro 2 de Severance sur Apple TV. Ouais. Mais je vous en parlerai à un autre moment, parce qu'en fait, j'ai changé là tout d'un coup. Là, sur le moment, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle. On a parlé d'un monsieur qui s'appelait Marvin Minsky. Et donc, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de mon film préféré, all time, ever, Electric Dreams. Qui est 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Parce qu'il faut vraiment voir ce film. En fait, il est génial avec Hal dans le rôle de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment voir ce film. En fait, il est de 1968, mais alors, je suis de mauvaise foi, mais il n'a pas pris une ride. Stanley Kubrick. Puis derrière, en fait, il y avait justement. Oui, effectivement. Stanley Kubrick. Et puis derrière, en fait, il y avait Marvin Minsky, donc, qui est un des papas de l'intelligence artificielle moderne, et qui a vraiment en fait, supporté le film en fait, dans sa vision. Et aujourd'hui, on peut voir en fait, comment Hal communique, etc. Et on voit surtout en fait, que c'est ce qu'on est en train de vivre de plus en plus, etc. C'est plutôt intéressant d'aller voir ce film. Donc, s'il vous plaît, allez le voir. C'est génial. Oui, et en plus, c'est le côté hallucinant de l'intelligence artificielle qui ressort aussi dès 1969 de mémoire. Donc, ça remonte il y a quelques années. Pour la plupart d'entre nous, nous étions heureusement pas nés. De mon côté, c'est plus terre à terre, mais c'est un acteur historique du monde Apple, du monde Mac. C'était un Français il n'y a pas si longtemps. C'est la société LaCie qui met à jour son dernier petit disque SSD, ça s'appelle le Rugged SSD Pro 5 Toughable 5. Donc, ça y est, le Toughable 5 est généralisé quasiment sur toute la gamme d'Apple.
toujours le design iconique de Neil Poulton, sauf que cette fois-ci, il s'habille de bleu plutôt que de la couleur orange. Plus de 5000 mégaoctets par seconde grâce à sa connexion Thunderbolt 5, presque plus de 5 gigaoctets par seconde, c'est fabuleux. Compact, robuste, certifié IP68, donc il est certifié pour l'eau, la poussière, des chutes de jusqu'à 3 mètres, pression jusqu'à 2 tonnes, disponible en 2 et 4 Tera, garantie 5 ans. Et composé en partie de matière recyclée. Alors le prix est un peu élevé parce qu'on essuie les plats du Thunderbolt 5, il faut compter autour des 450 € pour la version 2 Tera. Mais c'est de la belle ouvrage, le LaCie Rugged SSD Pro 5. Voilà, c'est la fin de cette... Oui, Luc, j'allais vous oublier, Luc. Est-ce que vous avez pensé à un petit coup de cœur? Merci. Oui, bien sûr. Moi, je voulais parler de la prochaine génération des assistants vocaux. Vous vous rappelez peut-être d'une démo au mois de juillet dernier, par QTI, la boîte française qui avait montré Moshi. Et une boîte américaine vient de sortir il y a un petit mois, une boîte qui s'appelle Sesame.ai. Et je vous conseille d'aller voir la démo, de faire parler Miles ou Maya. Et c'est du speech-to-speech, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mots, c'est de la voix et la voix. Et vous pouvez interrompre, vous pouvez lui parler dans tous les sens, n'importe comment. C'est complètement naturel, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est la prochaine génération de ces assistants vocaux qui vont toujours rien comprendre à ce qu'ils racontent, mais qui vont avoir l'air beaucoup plus naturel. Alors, on se donne rendez-vous après la WWDC. On va voir comment Apple va répondre, j'espère, à tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui et tenter de pointer du doigt, non sans par moments regret et parfois avec plaisir aussi, parce que ça fait aussi du bien de parler, de vous mettre le doigt là où ça fait mal. C'est la fin de ce nouvel épisode dont on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Merci Luc, merci Christophe, merci Stéphane, merci Laurent d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va parler d'un face-à-face que le monde entier nous envie, digne d'un Tyson face à je ne sais pas qui. On va opposer le Mac Studio au Mac Mini, tout un programme. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas que nous sommes également disponibles en audio sur Apple Podcasts, Spotify et TuneIn. Il faut vous abonner. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!